J'ai fini mon popcorn. Ouais, tu manges du popcorn? C'est-tu parce qu'on s'en va au cinéma cette semaine? Non, c'est une bonne collation d'après-midi, le popcorn. Le popcorn, c'est une bonne collation Oui, d'après-midi. en plus, c'est full bon. Avis aux 4 parents qui nous écoutent, là, parce que c'est tous des woke de 26 ans, mais... mais non, c'est pas vrai. Ça fait une bonne collation pour les kids aussi. En tout cas, Julien, mais rien de ça, mais... Mais tout ça, Julien, on va enfin découvrir le vrai visage derrière le temps des monstres. J'adore le popcorn comme collation. C'est tout. J'adore le popcorn. Évidemment que t'aimes pas ça comme repas. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Quoique, skipper un souper pour aller voir un film au cinéma du parc vers 17h35 avec un gros sac de popcorn puis un paquet de glossettes, là, ça peut être un souper. Ça peut être un souper, mais c'est une drôle d'idée quand même. Parlant de souper. Oui? Qu'est-ce qu'on mange? On mange des restants ce soir, un genre de tout ski de sauce à spag et de... Je vais faire une salade de radis melon et fenouil. OK. Ouais. Quand même assez proto-fasciste Marie-Lou comme recette. Wow, j'aime ça. Écoutez, moi, cette semaine, ce qui m'a marqué et qui me marque encore, c'est la méta-surveillance des personnes en situation de pauvreté. Il y a la presse là, qui est sortie la semaine dernière, il y a un nouveau formulaire, une nouvelle enquête sur les personnes qui viennent chercher des denrées alimentaires dans les banques alimentaires, sous le couvert de « ça nous prend plus d'informations ». On veut savoir d'où ils viennent, quel âge ils ont, s'ils ont des troubles de santé mentale dans leur famille. Genre, je pense qu'on m'a même pas demandé ça à l'hôpital psychiatrique. Comme, pourquoi on me demanderait ça à la banque alimentaire? C'est tellement weird comme question. Les banques alimentaires assurent que la plateforme est sécuritaire, mais les questions pourraient en rebuter quelques-uns. Déjà, faire le pas d'aller chercher de la nourriture dans une banque alimentaire, c'est pas quelque chose de facile. Si en plus, on vous demande votre pedigree... Effectivement, c'est très weird. Puis c'est aussi comme super intime et de l'ordre du privé. Personnellement, je n'aimerais pas dévoiler ces informations-là avant d'aller chercher un panier. Mais si j'avais faim et que c'était une nécessité pour moi d'obtenir ces denrées-là, je répondrais. Puis c'est ça qui est malsain là-dedans, c'est que ça devient coercitif lorsqu'on met une étape de plus à un panier de denrées alimentaires. Fait que là, c'est un nouveau truc que le gouvernement du Canada demande aux provinces de faire dans les organismes de banque alimentaire. Donc, du côté de Montréal, mettons, c'est les banques alimentaires du Québec qui gèrent ça. La transition vers cette plateforme-là demande un effort supplémentaire aux organismes, mais on pense qu'après cette transition-là, ça va les aider au quotidien. Le milieu communautaire est en beau tabarnak. C'est beaucoup de temps. Si on calcule que c'est environ une quinzaine de minutes par personne pour inscrire la personne, ben tu sais, si on fait un calcul rapide, nous autres, ça équivaut à 23 semaines de temps plein là, à 35 heures semaine. C'est la pression que ça vient nous ajouter. Tu sais, déjà, vous le savez, là, on est déjà tout le temps débordés. Ça augmente pas le salaire des personnes qui travaillent avec cette nouvelle tâche-là. Puis aussi, ça, tu sais, il y a déjà des questions de base, genre homme-femme, ou, mettons, de quel quartier avez-vous des enfants, juste pour ajuster le panier en conséquence, mettons. Mais là, on parle de gens qui viennent de tous les quartiers, de toutes les situations, des étudiants, des jeunes, des pauvres, des immigrants, des gens nés au Québec, des gens sur le bien-être social, des gens qui font 50 000 par année. Il y en a qui vont chercher des paniers parce que le loyer est 2 800 $, l'électricité est 175 par mois. En plus de tous les comptes, si tu as une auto, si tu as 1, 2, 3, 4 enfants, si tu es monoparental, solo-parental, puis je me dis, à quel point on a besoin d'accumuler encore plus de données sur ces gens-là? Et à quoi vont servir ces données véritablement? Ah, sûrement des bonnes causes, Marie. Je trouve que les gens sont un peu naïfs. Je vois, genre, at large, très belle initiative. C'est vrai, ça va aider les gouvernements à mieux cibler. Ce mot-là est problématique. Premièrement, on ne cible pas les personnes vulnérables, on les soutient. Je pense littéralement que ça prend maintenant des banques alimentaires et des soupes populaires dans tous les quartiers. Fait que la pauvreté est chiffrée, elle est nommée, elle est décriée partout, tout azimut, dans tous les milieux. Donc, moi, je trouve que c'est une mesure coercitive et c'est une mesure qui est prédatoriale envers les personnes en situation de pauvreté. Oui, puis t'es d'ailleurs fait répondre sur Instagram par une banque alimentaire ou par le service. Je sais pas exactement qui t'a répondu, mais ça semblait être comme l'organisation un peu. Oui, dans le fond, les banques alimentaires du Québec m'ont répondu en message privé. Je les avais pas interpellés personnellement, mais non. J'ai reçu le message. Bonjour. Merci de votre intérêt pour la question de la sécurité alimentaire. Là, premièrement, j'ai pas un intérêt, je critique. Je fais une critique sociale de comment non, fonctionne. t'as un intérêt pour la sécurité. Avoue-les. Qui n'a pas un intérêt? Je veux dire,
C'est littéralement un peu comme Ouais. la planète de Frank et Yann dans ton épisode de Club Dodo. Nous avons tous besoin de manger, donc oui, j'ai un intérêt. Oui, effectivement. Fait que clairement, tu sais, genre, ce courriel a été copié-collé d'un communiqué de presse. Nous avons pris connaissance de vos stories et de votre reel et souhaitons apporter quelques précisions. Banque alimentaire du Québec n'est pas un organisme gouvernemental, mais l'association provinciale qui regroupe les moissons du Québec. Ces informations sont déjà recueillies par les organismes. C'est pas vrai. Il C'est-à-dire il y avait déjà certaines informations qui Mais préservaient là, ils l'anonymat. étendent un peu. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est pas nommé. Et avec la numérisation, nous allons obtenir un portrait complet sur l'ensemble de l'année. L'objectif est de mieux planifier, répondre plus efficacement aux besoins sur le terrain, mieux comprendre la réalité des personnes vulnérables et améliorer la distribution des denrées dans le réseau tout au long de l'année. Puis là, on en a parlé, toi puis moi, puis j'étais comme, il y a plus de carottes dans le frigo, ça prend plus de carottes. Ben, c'est un peu ça que je me disais aussi. T'sais, on n'est pas obligé de demander aux gens, comme s'il y a de la maladie mentale dans la famille, s'il manque des œufs dans le frigo à un point, peut-être vous avez besoin de plus d'œufs, c'est tout. Là. Genre, c'est pas si compliqué que ça. Comment vous allez prévoir d'avance de toute façon? Les besoins sur le terrain sont partout, tout le temps. Voilà votre réponse. Puis C'est aussi, comme... là, le ton communiqué de presse, puis arrêtez de parler au monde de même. Je veux dire, si vous voulez répondre aux gens, répondez pour vrai. Mais moi, me faire parler comme une caisse automatique du Pharmaprix, ça me met pas en confiance. J'ai l'impression, justement, d'avoir affaire à un stratagème de la parole pour m'éteindre, me faire comprendre que j'ai pas rapport, que tout ça est déjà pris en charge, que ne vous inquiétez pas. En fait, on essaie de faire ce qu'on a fait avec moi toute ma vie et toute mon adolescence, me museler. Te faire taire. Me faire taire ou me faire sentir comme si j'ai été trop loin. T'exagères. J'exagère. Mais les gens là, qui vont dans les banques alimentaires, c'est parce qu'ils ont faim. Tu l'as nommé. Le là. reste de la vie coûte cher. Le reste de la vie coûte cher. À peu près tout le monde, même des gens qui ont des salaires vraiment corrects, sont comme à une molaire qui a besoin d'un traitement de canal, d'être dans le trouble pendant 3 mois. Fait que les gens qui vont là, ils ont faim. Personne n'abuse de ça. Puis je veux dire, même au final, si des gens abusaient de ce système-là, on s'en fout. Je préfère 100% que des gens aient se chercher des paniers dont il n'y a pas de besoin, mais que tous ceux qui en ont besoin en aient. De toute façon, c'est quoi cette idée-là aussi de garder la nourriture comme un produit de luxe? C'est des produits de subsistance. On en a besoin. C'est un droit c'est un besoin de base, c'est un droit. C'est un droit. Je veux dire, on enlève des enfants à des parents qui ont de la misère à mettre de la bouffe sur la table en situation de pauvreté. Vous n'allez pas commencer à les ficher quand ils viennent chercher des paniers pour faire leur petit job de parents. C'est ça. Genre, allez chier. Bref, c'est touché tout puis elle ça. a fini son message en disant Toutes les données sont confidentielles et anonymes. Ouais, vous les communiquez au gouvernement, donc elles ne sont plus confidentielles et anonymes. Non, mais le puis gouvernement fiche les gens sur l'aide sociale, Philippe. Genre, à matin, j'ai écouté un épisode de Fred Savard où il y a un intervenant qui disait... En soi, l'aide sociale au Québec, c'est un écosystème totalitaire. C'est-à-dire? C'est un système de contrôle. On perd notre droit à la vie privée. On doit constamment se mettre à nu, si on peut le dire comme ça, là. Devant le ministère. On perd notre droit à l'autonomie. On se sent tout le temps épié. On a peur de nos voisins, de nos voisines, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une délation. Ouais. Fait que là, on est déjà assez plein de flicailles autour de nous. Sérieusement, si j'avais besoin d'aller chercher un panier, je voudrais juste mettre mon cache-cou jusqu'à mes yeux, prendre mon panier et dire merci pour votre travail, bonne journée. Je veux pas m'asseoir avec quelqu'un dans un bureau pour remplir un questionnaire, câlisse. C'est l'humiliation des pauvres, c'est la violence envers les pauvres et aussi, c'est intrusif et humiliant. Puis la numérisation de ça, ça donne du fil à retordre aux organismes communautaires qui sont déjà débordés. De toute façon, numérisation et sécurité ne vont pas ensemble, je veux dire. Parlez-en aux gens de Desjardins qui ont perdu toutes leurs données personnelles sensibles. On parle de Desjardins, là, d'une caisse, d'une banque. C'est une entreprise privée qui n'a absolument aucun intérêt à ce que des informations privées et personnelles leak, et pourtant, ça le fait. Oui, puis même anonymisées, ces données-là finissent toujours par produire une forme d'infrastructure de surveillance sociale, c'est-à-dire, OK, cette personne-là est sur le bien-être social, elle reçoit de la solidarité sociale, mais là, elle va chercher un panier. On y coupe son aide sociale? Ou on y coupe une partie? Ouais. Genre, honnêtement... Puis en plus, quand le gouvernement commence à faire des chiffres, on sait qu'ils vont faire parler ces chiffres-là comme ils veulent. Moi, je me dis effectivement, imagine le coût en plus de tout cet appareil de surveillance et de sécurité, autant sur les personnes... C'est de la sous-traitance. Fait que déjà, c'est pas des données confidentielles. On sous-traite à 4 paliers. Le gouvernement, les banques alimentaires et chacun des organismes. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'encore une fois, toute la responsabilité repose sur la personne en situation de besoin. C'est elle qu'on interroge, qu'on évalue et qu'on classe comme si sa pauvreté, c'était une énigme à résoudre. Mais on parle jamais à fucking Galen Weston. Galen Weston qui, dans le fond,
a causé cette crise-là. Y en a-tu de la maladie mentale dans sa famille? Là? Clairement. Il a pris toute la nourriture puis il nous la revend. Exact. Non, mais honnêtement, il y a quelque chose de... Le monde miroir est parmi nous, là. Mm-hmm. Voir que la job d'un organisme communautaire ou d'un organisme qui gère un organisme C'est de communautaire... ficher sa clientèle. Non, mais c'est aussi de dynamiter tout ça. Mm-hmm. Genre, c'est d'empêcher les épiceries. L'organisme communautaire doit dénoncer le fait qu'il y a de la spéculation alimentaire. Mm-hmm. En plus de faire sa job de donner de la bouffe. Exact. C'est pas de genre faire « Oui, monsieur le président, nous allons maintenant ficher nos bénéficiaires. » Genre, what? Mm-hmm. Puis aussi, je vais préparer un texte entier sur l'aide sociale parce qu'il y a eu une réforme de l'aide sociale l'année dernière et c'est dégueulasse. Bien genre, sûr. ces gens-là sont des hosties de mange-marde. Très Radio X, là, comme commentaire, mais comme, je veux qu'on parle de la pauvreté de manière digne, qu'on redonne à ces gens-là de l'agentivité, parce qu'en les surveillant puis en les faisant sentir mal d'avoir besoin d'une communauté, on les tue. Ouais, puis je Genre... veux dire, ça se peut pas à quel point à chaque... Tu sais, on le sait déjà, mais on dirait qu'à chaque nouveau mouvement dans cette direction-là, les gens qui tiennent les cordons de la bourse, les gens qui décident, les gens qui sont au pouvoir se révèlent à chaque fois comme étant les pires personnes du monde. Les pires. Tu sais, d'aller voler 50$ par personne qui fait 800 par mois. L'aide sociale ne permet même pas de se loger. Vous êtes déjà en train d'enfreindre une loi que vous avez mise en place, qui est la loi pour contrer la pauvreté. Mais ils ont Québec. fait une veste, Marie. La veste. Manger un char de marde. Ouais, manger total un char de marde. Merci pour ça. J'aime ça quand tu t'en occupes. Moi, cette semaine, je voulais juste vous amener peut-être... Bon, c'est pas vraiment vrai. Là. Pas un peu de lumière, mais je voulais te parler de quelque chose qui m'a marqué. Il y avait de la lumière! Non, mais tu sais, la lumière qu'on veut, là. Mais la lumière qu'on peut se permettre. Mais je veux dire, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a marqué, qui m'a fait du bien, que j'ai trouvé beau. J'ai 2 choses, en fait, cette semaine. La première, qui est d'ailleurs un petit peu en lien... La première, c'est moi. OK, la deuxième, maintenant. Ça a un peu un lien avec ce dont tu viens de nous parler. Je suis tombé sur Bertolt Brecht. Cet écrivain, dramaturge, metteur en scène, poète allemand. Lui, il a fait bien des affaires. Il a écrit, entre autres, une espèce de recueil de poésie essai. Je sais pas trop comment... Ben, c'est clairement un peu de la poésie, mais c'est comme s'il a voulu parler de la propagande de guerre, puis essayer de la dénouer, d'un peu de défaire ces nœuds-là. Puis j'avais jamais lu ça. Puis là, je suis tombé là-dedans, puis j'en ai lu un peu. Puis c'est drôle, hein? Il semble pas avoir de version française comme officielle de ça. Tu sais, ça a clairement été écrit en allemand. Il y a des traductions en anglais. J'ai juste traduit un petit extrait en français par moi-même. Donc, bravo. Merci. Je voulais juste vous lire un petit extrait. Je trouve que ça a beaucoup de lien avec ce dont tu viens de nous parler. Ceux qui prennent la viande sur la table enseignent le contentement. Ceux à qui la contribution est destinée exigent le sacrifice. Ceux qui mangent à leur faim parlent aux affamés de temps merveilleux à venir. Ceux qui mènent le pays dans l'abîme disent que diriger est trop difficile pour les hommes ordinaires. Mais tu sais, c'est vraiment ça. On est là-dedans. On se fait dire par les gens qui ont mangé à leur faim qu'on exagère. Que c'est à nous de peut-être faire plus attention, de travailler plus fort, de peut-être arrêter d'en demander. Mais genre, eux autres se vautrent dans des buffets géants de cuisses de poulet. Oui, ça irait mieux. Mieux? Si vous m'apportez un seau, je vais dégueuler. Gaston, apportez un seau pour monsieur. La deuxième chose qui m'a marqué cette semaine, c'est un documentaire qu'on écoute ensemble. George Orwell, 2 + 2 = 5. Oui. When I sit down to write a book, I write it because there is some lie that I want to expose. Again, how many fingers? My starting point is always a feeling of injustice. The very concept of objective truth is fading out of this world. I'm going to set down what I dare not say aloud to anyone. This prospect frightens me much more than bombs. The words democracy, freedom, justice have each of them several different meanings, which cannot be reconciled with one another. Political language is designed to make lies sound truthful. The love in the air, I've never seen anything like it. And murder respectable. Freedom is slavery. War is peace. Ignorance is strength. Totalitarianism, if not fought against, could triumph anywhere. Do you begin to see then what kind of world we are creating?
On a écouté ça. C'est quoi le nom du réalisateur? J'ai oublié. C'est Raoul Peck. C'était tellement un beau film. C'était comme une œuvre d'art, un peu documentaire œuvre d'art, où il revient beaucoup sur la parole d'Orwell, dans le fond, sur les régimes totalitaires, à travers des sections, genre « War is peace »,« Ignorance is strength ». Ouais. Tu sais, c'est des slogans, dans le fond, qui étaient utilisés dans 1984. Puis ça devient un peu comme les sous-sections de son documentaire. Puis il nous fait des rapprochements entre les écrits de Orwell puis ce qu'on vit en ce moment dans la construction de la réalité. C'est pas nécessairement des choses qu'on sait pas. Tu sais, je pense que moindrement que tu t'intéresses à la construction du monde puis de la réalité en ce moment. Mais ça fait du bien, des fois, d'être assis puis de réaliser que je suis pas tout seul à réaliser ça, à voir ça, à sentir ça. Puis clairement, cet homme-là, le réalisateur, a une grande sensibilité, une grande humanité. Et aussi, je l'ai trouvé fearless de sortir ça, honnêtement. Tu sais, comme en ce moment, il y a quelque chose de... Oui, puis c'était comme... Tu sais, tu le vois que struggle financièrement parce que 4 maisons de prod. Tu sais, dans ce temps-là, c'était un peu genre... Le financement est venu de 4 endroits différents dans le monde. Probablement que personne ne voulait se mouiller tant que ça non plus, genre à propulser ça tout seul. Je suis pas sûre, Phil, parce que, dans le fond, c'est ça le pouvoir de la littérature, de la poésie et de l'art en général. C'est que Raoul Peck parle à travers le livre de Orwell, qui est une œuvre qui a été bannie à certains moments dans certains pays, dans certains régimes, mais il parle pas en son nom, il parle en le nom de Orwell. Fait que ça coule toujours bien pour avoir plus de monde possible qui l'écoute et qui l'intègre. C'était magnifique, ce film-là. Même s'il utilise les mots de Orwell parce qu'il s'exprime pas directement dans le film, je trouve quand même que dans la création de films, c'est ça ton propos quand même, c'est ça que tu décides de mettre de l'avant. C'est ça que tu dis à travers les images et les mots, même si c'est ceux des autres. Puis il y avait quelque chose de très direct. Il s'excusait pas, il faisait pas du both sidisms de « mais en même temps ». Non, pas en même temps. Genre, comme, look around you, regarde toutes les guerres, regarde ce qui se passe, regarde ce qu'on vous dit, comment on vous parle, comment on présente les choses, comment les mots sont tordus pour vouloir dire autre chose. Tu sais, c'était quand même frappant. Opération militaire spéciale. Ça veut juste dire genre tuerie, tu sais, c'est tout, là. C'est fou, hein, tu sais, comme... C'est pas tout le monde qui réalise qu'on est dans un moment... dégueulasse. Je dirais un moment épouvantable de l'histoire. Ouais. Épouvantable. Ouais. Mais pour nous, on n'est pas les pires, là. Non. Genre, vivre aux États-Unis en ce moment, je capoterais. Vivre dans plein de pays dont l'Occident profite aussi. Je veux dire, vivre au Soudan, au Congo, ça doit pas être top non plus. Je veux dire, en fait, vivre en ce moment. Vivre en ce moment, c'est tough, c'est épouvantable. Puis on arrive à la fin du capitalisme où... C'est pas la fin du capitalisme positif, là, la fin du capitalisme où des générations seront sacrifiées, là. On est sacrifiés, je veux dire. On est tous à un congédiement de se retrouver dans la rue, là. C'est exactement ça la raison pourquoi il y a une montée du fascisme. C'est que le récit du capitalisme ne fonctionne plus pour assez de gens. Puis on est de moins en moins capable de le vendre, mettons ce rêve américain-là ou cette idée-là de la méritocratie. Il y a de moins en moins de gens qui y croient et qui embarquent dans la propagande. Fait que qu'est-ce qu'on va faire pour garder le système capitaliste debout? Ben, on va y aller de force maintenant. On va crisser du monde en prison. On va devenir plus raide dans la société de sécurité. On va tuer les pauvres. On va tuer les pauvres. Et les surveiller. Puis les communistes, puis tout le monde qui ose parler contre ces choses-là. On s'en va vers ça, puis c'est pas un hasard, c'est parce que le capitalisme n'est plus tenable. Son mensonge est trop gros, puis maintenant, on le voit dépasser, même à la maison. Avant, je pense que c'était des choses qu'on réussissait à garder à l'extérieur de l'Empire. C'est pas plus joli, ceci dit, sauf que c'était compréhensible des fois pourquoi les gens ici peut-être le ressentaient moins, avaient pas l'impression que c'était un système injuste parce que c'était pas eux qui vivaient l'injustice, ou en tout cas, c'était pas eux qui vivaient la grande injustice. Mais là, le système capitaliste est en train de tout avaler, c'est-à-dire est en train d'avaler l'État, les services, est en train même, à l'intérieur de l'Empire, même nous, on subit finalement ces violences de plus en plus. Évidemment, ça commence par le bas, là, mais de plus en plus, et ça va continuer. Et c'est pour ça que le fascisme va s'installer, parce que la bourgeoisie n'est pas capable d'accepter cet état de fait-là, puis veut garder ses privilèges, puis est prête à faire un pacte avec les fascistes. Fait un pacte avec les spéculateurs immobiliers pour construire des logements pour les itinérants, mais les itinérants qu'eux veulent bien recevoir, hein, les itinérants qui ont été évincés puis qui ont des bonnes jobs. Là. Ben, on verra bien, en fait. On verra bien, mais je n'ai aucun espoir pour ça. Mais même si les buildings s'érigent puis ils créent 5000 places là, de logements ça va prendre être la surveillance, pareil comme pour les fucking banques alimentaires. Non, mais ça va être comme DevCore. C'est juste des logements. Je veux dire,
tu peux pas demander à la personne qui est en train de te noyer de te sauver de la noyade. Ça marche pas. En tout cas, ça pour dire, ça m'a fait plaisir d'amener un petit peu de lumière dans votre Ah oui, semaine. excuse. Fait que là, dans le fond, Phil a lu un livre qui avait un poème dedans et c'est tout ce qui nous reste. Donc... Mais non! Alors, voici la lumière pour votre journée. Ah oui. Ou quand vous allez écouter cet épisode. Oui. Cette semaine, on a reçu Victor Galarreta, qui est un réalisateur documentaire. Ben, en fait, c'est le réalisateur de Carl et nous. Oui, on vous en a parlé un petit peu dans un épisode précédent. Il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont écouté. C'est sur YouTube. Carl et nous, un essai. Ouais. Super intéressant. Si vous ne l'avez pas écouté, peut-être faites-le maintenant ou faites-le après votre écoute. Il a aussi réalisé un deuxième projet indépendant qui s'appelle, c'est un balado qui s'appelle Le poids du cloud, qui est sorti en 2025 et que je recommande absolument à tous et toutes pour comprendre le techno-fascisme et le capital algorithmique un livre de Jonathan Durand-Folco et Jonathan Martineau. Ça a été, Chris, pour vrai... Une très belle rencontre. C'est notre premier homme blanc à la balado, fait qu'on vrai. était vraiment contents d'accueillir enfin un homme blanc. Ouais. C'est une joke, esti. Non, mais il faut leur faire de la place, là. Ouais, tu sais, sinon ils vont se mettre à chialer, là, ils vont... Puis on sait, puis ils vont peut-être faire pire aussi, en tout cas, Oui, on va voir. puis vous pouvez aller suivre Bébé Crotte aussi sur... c'est son ami, c'est son collaborateur. Un de ses collaborateurs qui s'appelle Bébé Crotte sur Instagram, et moi, ça m'a beaucoup marqué. On adore Bébé Crotte. Puis son nom, c'est Alex Pruneau. Oui. Fait que tout ça est vraiment... Il y a beaucoup de choses. Ils sont vraiment importants. J'ai l'impression que c'est la relève intellectuelle documentariste au Québec. Peut-être que je leur en mets beaucoup ses épaules en ce moment. Peut-être que tu en mets beaucoup sur leurs épaules. Non, mais ceci dit, c'est toujours le fun de découvrir quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, je connaissais pas Victor avant Carl et nous. J'adore sa prise de parole. J'adore qu'il fasse documentaire indépendant sur YouTube. Sans pub, hein. Son docu n'a aucune Sans pub. C'est vrai, il n'y avait pas de pub pendant. Mais ça aurait été, je t'avoue, moi, ça aurait été spécial. Ça me fait tout le temps un peu capoter sur audio ou tout.tv quand j'écoute de quoi, puis il y a des pubs de char. Tu sais, c'est un balado sur la boulimie. Give me a fucking break. Ouais, on peut savoir 30 secondes de break de Hyundai. Hyundai, on évolue à votre avantage. Bienvenue dans le temps des mondes! Ah, le temps des mondes! Est-ce que, mettons, t'es un artiste? Puis après, on va passer aux choses sérieuses. Là, Oui, OK. Je sais pas, là. OK, j'accepterais que quelqu'un parle de moi comme ça, mais je sais pas si je serais à l'aise de me dire « je suis ça ». Pourquoi? Je sais pas. Après, ben, c'est quoi de l'art? C'est parce que ça vient un peu à poser cette question-là. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais, c'est principalement plus des trucs documentaires. C'est ça. Fait que si du documentaire ou des trucs comme ça ou des essais, c'est comme de l'écriture, on rentre ça dans la grande catégorie de l'art, fair enough. Genre, I guess qu'on peut dire que je suis un artiste, mais je sais pas si je vis de l'art... si tu vis de l'art, t'es pas un artiste. Ça, il y a aussi ça, là, mais tu sais, est-ce que je suis comme un plasticien, genre, qui fait des sculptures, puis je sais pas quoi, non, là. Ouais. J'ai étudié en photo, fait comme si j'avais poursuivi un peu plus ce champ-là, puis genre faire des expos, puis tout, là, comme, je dirais, ouais. Un artiste professionnel, photographe, ouais. Ça aurait ça, on pu dirait être que je l'assumerais plus, mais ouais, documentariste, I guess. Mais comment, justement, t'es tombé là-dedans, dans le documentaire? Ouais. Ça a été quoi, comme l'ouverture à ça? Ben, c'est en fait, justement, c'était pendant que j'étudiais en photo. Au début, quand je suis arrivé en photo, moi, j'aimais bien ça, des genres de mise en scène absurdes. J'étais gros fan, justement, des appendices, puis de comme un peu tout cet univers-là, mais d'aller dans la fiction, mais plus vraiment photographique. Faire des mises en scène que tu sais jamais si c'est vrai ou c'est pas vrai, un peu surréel. C'était vraiment mon truc quand j'ai commencé mon bac. Puis j'étais comme, ah non, la photo documentaire, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment créer de la mise en scène, des histoires, de la fiction photographique, on peut dire. Puis éventuellement, j'ai comme commencé à trouver qu'il y a bien des absurdités dans la vie qui sont déjà là, puis que t'as pas besoin de les mettre en scène. Puis aussi, en photo, je faisais un cours photo noir et blanc, puis j'étais toujours dans la chambre noire. Puis j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là. C'est le moment où j'ai comme découvert un peu, tous les trucs narratifs, le S-Town. Something's happened. Something has absolutely happened in this town. There's just too much little crap for something not to have happened.
And I'm about had enough of shit town and the things that goes on. Serial, toutes ces affaires-là. Serial, c'est ça. Là, je suis tombé là-dedans un peu. J'ai fait comme, OK, my God, c'est vraiment cool. Puis j'étais vraiment accro, disons. Puis là, bam, la pandémie est arrivée. Fait que là, j'ai comme les cours, j'ai fini mon bac pendant la pandémie, puis mais je me suis retrouvé genre chez ma blonde à Drummondville pendant... Mes hommages. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. En même temps, honnêtement, on aurait pu rester dans l'appart à Montréal, mais on trouvait ça vraiment mieux. On était chez sa mère, on avait un sous-sol au complet à nous. De toute manière, on pouvait rien faire à Montréal. Fait que tant qu'à marcher dehors, aussi bien prendre des marches dans Tout à fait. Fait que tu sais, on passait notre temps là, puis j'étais peut-être un peu à court de trucs sur quoi me mettre là-dedans. On avait checké toutes les séries. Puis là, je suis tombé sur un sujet que je trouvais un peu fascinant, creepy. Puis je suis comme, instinctivement, j'ai commencé à faire un podcast d'enquête. Puis j'ai fait genre, il y a de quoi avec cette histoire-là, au-delà de l'investigation puis des mystères qui tombent dans cette histoire-là. Il y a comme une réflexion plus profonde. Là, tu parles de Carl Giroir. Non, c'est ça. Ça Ok. fait genre 5 ans. OK. Là, je parle de L'avenir nous le dira. Parce que si tu me demandais mon introduction au documentaire, je dirais que ce serait ça. Là. L'avenir nous le dira. C'est un podcast d'enquête qui se penche sur le cas d'une communauté religieuse autosuffisante, aujourd'hui abandonnée à l'avenir près de Drummondville. Au moment où la pandémie frappait et que tout le monde voulait soudainement faire du pain, se partir un jardin et s'acheter une vieille vanne pour vivre dedans, je tombais sur ce mystérieux village fantôme où les gens, autrefois, vivaient en autarcie. Bon, je vous cacherai pas que lorsque j'ai commencé à mettre mon nez dans cette histoire-là, j'ai découvert qu'elle renfermait plusieurs secrets toujours bien gardés jusqu'aujourd'hui, mais surtout qu'elle provoquait chez moi plusieurs réflexions. Ah oui, ça c'est fou. Va voir. J'ai des fameux, c'est débile. Moi, mes attentes étaient vraiment big. Si vous me dites une ancienne secte, justement, c'était vraiment big. Oh. Oh, what the fuck? Il vivait constamment dans cette peur-là que la fin du monde était pour arriver à tout bout de champ. J'étais rendu dans une paradis terrestre. En fait, c'est ça s'appelle L'avenir nous le dira, puis c'est une série de podcasts qui mêle investigation puis documentaire de société. Puis ça, j'ai fait ça pendant 1 an, puis au final, l'histoire, c'est sur une secte religieuse qui vivait tout proche de Drummondville, dans un petit village qui s'appelle L'Avenir, d'où le nom. Puis je trouvais qu'il y avait comme de quoi d'intéressant dans cette histoire-là, parce que c'était complètement oublié des médias. Là. Je trouvais rien là-dessus online, là, à part un article de l'Express de Drummondville. Fait que là, j'ai vite compris que, bon, OK, il y a peut-être de quoi à creuser là-dedans, comme des vieux secrets enfouis. Mais surtout, comme je disais, en me mettant le nez là-dedans, j'ai réalisé que il y avait des réflexions à voir quant au retour à la terre, néo-ruralisme. À ce moment-là, il faut se remettre en 2020, tout le monde faisait son pain, tout le monde voulait s'acheter une cabane dans les Laurentides puis être autosuffisant. Le système était mis sur pause. Fait que là, il y avait comme un moment de réflexion de comme, oh, OK, est-ce qu'on assiste à quelque chose de nouveau? Fait que moi, je voulais m'intéresser à cette communauté-là qui le faisait déjà dans les années 80, mais sous un idéal complètement différent. C'était pas genre des hippies, là, c'était comme des... d'une certaine manière, oui, mais c'était comme... C'est une genre de secte, là, avec un genre de gourou. Bon. La sous-couche, c'était toute la domination autour du gourou, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Je dirais que comme la locomotive qui faisait avancer le récit, c'était le côté true crime, très classique, de genre, j'ai retrouvé des gens qui ont habité là, j'ai eu des témoignages, puis là, il y avait toutes des histoires de comme... Eux, il y avait un lien avec une autre secte australienne que le gourou était confirmé, genre, plein d'abus, là. Fait que là, il y avait comme... Ça, c'était comme la locomotive, mais ce qui venait derrière, c'était toutes des réflexions plus larges sur la société en général. Puis là, on a interviewé des anthropologues, théologiens, fait que Puis, t'as été backé par qui pour faire ce docu-là? Par moi. OK. Genre, c'était complètement indie avec mon ami Éloi, puis quelques autres amis qui m'ont aidé. La musique, notamment, j'ai comme pigé dans des répertoires d'amis musiciens. Qui ont ouvert leur catalogue gratuitement. Ouais, c'est ça, qui m'ont dit pige là-dedans, là, puis ouais, fait que la bande sonore est vraiment, vraiment bonne. Ça, je suis à ce jour, là, des fois, je les réécoute, puis je suis comme, que ça torche. C'est ça, fait que donc, backé par personne. J'ai fait ça pendant 1 an. Puis là, j'ai comme mis ça online, puis j'ai comme poussé un peu, puis là, j'ai gaulé. Là. Un petit peu comme pour les Carl et nous, là, je l'ai envoyé à du monde, j'ai envoyé à des médias, puis j'ai fait genre, si c'est bon, quelqu'un va remarquer. Relativement assez vite, il y a comme un producteur de podcast
Stéphane Berthomé, genre, qui Ouais. m'a comme Stéphane est toujours là pour dropper ouais, dans non, il est l'inbox. vraiment écrinqué là, dans le milieu du podcast. C'est ça, moi je le connaissais vraiment pas, mais il m'a vraiment poussé par après, là, il m'a donné plein d'opportunités, puis notre collaboration a vraiment comme bien turn out, parce que dans les 2 années après, j'ai travaillé avec lui sur un projet pour Cube, après j'ai travaillé sur un autre projet à audio. Fait que lui était narrateur, puis moi, je devenais réalisateur-monteur. Stéphane, je lui en dois beaucoup là, pour ce petit passage-là. Fait que ça a été comme 2 ans de réalisation audio où est-ce que là, ces projets-là, c'était plus pantoute mes histoires, mes idées, là, ni ma narration. Là, c'était vraiment juste... Ça te convenait de travailler dans ces balises-là? Ouais, ben tu sais, comme, j'ai un peu go with the flow, comme on dit, là, j'étais comme, yo, je veux dire, ça paraît pas mal sur un CV, ça paye bien, ben surtout audio, là, ça payait bien. J'étais comme, ouais, might as well. Mais c'est sûr qu'après 1 an, le show sur lequel j'étais, c'est assez... Ça, c'est celle-là sur les criminels? Ouais, redoutable. Nous sommes en 1977 à Sorel, une petite ville de Montérégie située au bord du fleuve Saint-Laurent. Je l'ai écouté un peu, mais c'est super bien produit, c'est bien réalisé. Fait que c'est toi qui l'as réalisé. J'ai fait la saison 2 et 3, si je me trompe pas. C'est ainsi que se termine cet épisode de Redoutable. Je suis Stéphane Berthomé. J'ai créé, scénarisé et j'anime cette série qui est réalisée par Victor Galarreta. Fait que, mais là, ils sont rendus genre à 5 saisons, je pense. Ouais. Parce qu'ils pompent ça, vraiment, ça sort. Puis ben, c'est ça, justement. Après 1 an, le show est fun. Puis, tu sais, travailler avec Stéphane, puis bon, les autres collègues, c'était super bien. Mais, tu sais, c'est assez une formule que tu répètes. T'es un peu plus à l'usine, disons. Là. Puis là, il y a eu des compressions, comme dans tout le milieu des médias en général. Fait que là, ben, après 1 an, ils m'ont comme dit malheureusement, on te reprend pas. Fait que j'étais comme, OK. Mais au final, j'étais comme, c'est pas la fin du monde parce que pour de vrai, ça commençait un petit peu à faire. Là. Fait que là, je suis retourné aux études. T'es retourné en cause aux études? En fait, je suis retourné aux études. Là, c'est comme l'histoire, les docus s'imbriquent avec mes études. Mais, fait que là, bon, Radio-Can, c'est fini. Puis là, j'ai trouvé une gig qui était pas mal plus à mon image de réalisation, qui avait vraiment moins de moyens, mais j'avais carte blanche, puis que c'était moi qui allais genre produire avec ma narration et tout. Puis j'ai décidé de faire ça avec mon ami et collaborateur Éloi, à Laurent. En fait, ça, c'était comme un prof d'Uni, un prof de Concordia, qui cherchait quelqu'un pour adapter un livre qui était sorti chez Éco-Société en 2023, Le Capital algorithmique. Ben ouais, on l'a ici. Ben voilà, fait que c'est Jonathan Martineau, justement, que lui, dans le fond... Ah, le poids du cloud, c'est toi! C'est oui, exact. Le capitalisme algorithmique, c'est ce nouveau monde qui nous entoure. Celui de TikTok et des crypto-monnaies, des minéraux critiques à Uber Eats jusqu'à Donald Trump, Elon Musk et compagnie à la tête des États-Unis. Dans cette série, on essaie de survoler ces sujets-là et de répondre à l'humble question de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. OK, j'avais pas catché. Ça, c'était une folle série, là. Ah ben merci. Ah, j'avais pas compris. Parce qu'il y a comme plein de monde impliqué là-dedans. Ben, on était 2, en fait. OK. À la production, la réalisation, c'est comme moi, puis Éloi à la recherche, puis à la script édition. Bonjour tout le monde, mon nom est Éloi. Merci d'être là. Fait que ça, en fait, Jonathan Martineau, il a pris un budget d'auxiliaire de recherche, puis il a dit, genre, je sais pas si je suis supposé dire ça, en tout cas. Mais je pense que c'est legit. C'est parce que sinon, leur travail n'est jamais mis au monde. Ça reste dans le milieu académique, puis c'est pas démocratiquement redistribué à la société, genre. Oui, c'est civile. beaucoup plus tour d'ivoire, là, puis un peu Ce livre-là n'est pas inaccessible. accessible à tout le monde. Tu sais, on l'a lu, nous, en plusieurs parties, puis Jonathan, je le connais, puis il a aussi fait un épisode avec Phil sur le technofascisme. Mais ce livre-là n'est pas vulgarisable tant que ça. C'est surtout long. Chris, c'est une brique, là, c'est genre 700 pages. Ouais. En tout cas. C'est long. Puis là, c'était parfait parce qu'en fait, ce qu'il cherchait, c'est vraiment un job offer. Là, c'était juste sur Internet, puis c'est comme on cherche quelqu'un qui va s'approprier le livre, qui va en faire un podcast, mais on veut pas un audiobook. Fait que là, j'étais comme, moi, c'est un sujet full intéressant. Puis en plus, moi j'ai comme l'expérience de comme, tu sais, avec l'avenir, on nous le dira, on avait un peu fait ça déjà, de prendre des entrevues avec des gens d'université puis l'associer à une réalité concrète. Fait que là, c'était comme, OK, ben let's go, on fait ça. Puis là, ben, on a eu le contrat. Tout ça pour dire que en faisant ça, on interviewait plein de monde. Puis à l'épisode 4, on parle à Nicolas Chartier-Edwards, mention spéciale à lui. Bonjour tout le monde, Nicolas Chartier, candidat au doctorat à l'INRS. Qui est comme un dude qui fait son doctorat à l'INRS, fait que l'Institut national de recherche scientifique, qui, moi, je ne savais même pas que ça existait. Je savais vaguement que ça existait, puis je savais même pas c'était où, là, mais c'est sur le building Sherbrooke-Saint-Denis avec le bonhomme blanc qui se penche de même. Là. Fait que ça, c'est l'INRS. Puis en fait, c'est associé au réseau UQ, fait que UQAM, UCO, etc. Puis c'est une place où tu fais... C'est beaucoup plus de la recherche
que de l'enseignement, mais il y a quand même de l'enseignement, surtout au 2e cycle. Fait que maîtrise, doc, post-doc. Bref, ça pour dire qu'après l'entrevue, à micro fermé, il est comme il nous a fait un pitch de vente. Là. Parce que moi puis Éloi, on hésitait à retourner aux études. Moi, j'étais comme peut-être prof de cégep, j'aimerais ça, mais pour être prof de cégep, il faudrait une maîtrise. Puis là, il me disait genre la maîtrise à l'INRS, là, pour de vrai, il y a des directeurs qui se cherchent les gens à diriger. Les chercheurs ont des bourses, ils ont du cash, fait que genre, ça serait pas trop un enjeu, on pourrait trouver des manières. Puis là, j'étais comme Puis là, je dis genre, tu penses-tu qu'il y aurait quelqu'un qui serait dans de faire de quoi, genre recherche-création, que je ferais justement genre un podcast ou un essai vidéo comme produit de ma maîtrise? Puis c'est sûr que j'écrirais quelque chose, mais que le core, ça serait genre quelque chose d'audiovisuel. Puis il a dit, ouais, tel gars. Puis là, j'ai rencontré mon directeur, puis ça, c'était en janvier dernier. Fait que c'est comme, à cause du podcast, je suis rentré là-dedans. Fait que tout ça pour dire qu'à l'INRS, le programme, ce qu'ils font beaucoup, c'est des programmes sur mesure. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait que tu peux comme avoir un programme à ton image, puis surtout pour des gens qui ont comme des profils un peu interdisciplinaires. Là. Fait que, c'est vraiment cool, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que tout ça pour dire que ma maîtrise, le nom du programme, c'est Art, Technologie et Société. À cause de mon directeur, je suis dans une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle, les numériques francophones. Fait que, ouais, c'est un peu AI, culture, technologie, culture. Mon sujet, c'est la découvrabilité culturelle. Là. Fait que comment qu'un contenu peut émerger autant sur Internet, mais aussi dans la vie de tous les jours, là, comme dans un contexte socio-technique. Comment tu fais pour comme, découvrir quelque chose, une invention. Puis là, après, il y a comme des questions épistémologique là, de comment... C'est quoi une découverte? Là? Qu'est-ce qu'une vraie découverte? Comme qu'est-ce que le bien commun? Qu'est-ce qu'une découverte? Ouais, c'est ça. Ça à définir. Exact. Oui, le bien commun, oui. Ben ça, c'est dans le poids du cloud, là, à un moment donné, on dit ça, là, justement. Là, mais oui, c'est ça. C'est des gros termes qui sont souvent lancés à la volée. La découvrabilité, là, c'est tout le temps... il en parle tout le temps. Là. Mathieu Lacombe, là, il aime bien dire ça. Là. Il est incontestable que l'univers numérique transforme les habitudes de consommation de notre culture. Dans ce contexte, voici comment le gouvernement de la CAQ agit pour préserver notre identité culturelle. Cette loi vise à favoriser la découvrabilité des contenus culturels d'expression originale de langue française et l'accès à de tels contenus dans l'environnement numérique. C'est fou parce que, oui, découvrabilité, mais tout d'abord, financement correct et acceptable des milieux culturels. Puis en tout cas, bref, c'est toute une autre affaire. Mais est-ce que Carl et nous, ton essai, on dit-tu essai vidéo? Un essai vidéo, ouais, moi j'appelle ça de même. Quand est-ce que tu as commencé à travailler là-dessus? Là, il est sorti il y a un mois? Ouais, 7 novembre, j'ai publié ça. Ouais, ben c'est ça. En fait, on a commencé une chaîne YouTube, moi puis mon autre très bon ami Alex et Éloi. Puis là, on faisait vraiment du genre de Channel 5, je dirais. Là. Fait que tu sais, des vox pop, des portraits de personnages qu'on trouvait un peu intéressants, weird, drôles, touchants. Fait qu'on a fait une couple de vidéos de même. Puis ça, c'était plus au sortir de la pandémie 2021. Puis là, c'était comme, on laissait ça sur la glace. Fait qu'il y a ça, fait qu'il y avait déjà comme la chaîne YouTube qui existait, mais c'était comme on and off. Puis là, Carl et nous, en fait, l'histoire derrière ça, c'est que à travers les années, il y avait à Audio, il y avait un programme qui s'appelait Fais ton balado. Puis ça, c'était un truc que t'envoies une idée, 18 à 25 ans, t'envoies ton idée, puis si ils aiment ton idée, ben ils produisent ton podcast. Est-ce qu'on peut parler juste du nom? Seconde? Non, ben le nom, mais tu sais, ça fait un peu genre jeunesse-emploi, là. Ouais, un peu. Mais... On peut-tu parler tous ces concours-là, là, c'est spécial parce que c'est comme, on le sait que les jeunes sont bons, mais on veut pas acheter leurs affaires, on veut leur faire gagner une place au sein de l'élite. Puis je veux pas tomber dans la métacritique parce que je sais que c'est super important qu'est-ce qui est arrivé avec ça, puis finalement, ça a mené à un super cool projet. Mais il y a quelque chose d'un peu pernicieux quand ils font ces appels-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Overall, selon moi, c'est un symptôme d'un sous-financement. Fait que là, tu sais, comme, ben ça, c'est toute Radio-Can, c'est un peu ça. Là, ils sont moins subventionnés, fait qu'ils relient plus sur des productions safe, qui essayent de plaire à tout le monde, mais qui parfois finissent par plaire à pas grand monde, je pense. Ils sont moins risqués, disons, dans leur choix de production. Fait que là, ça fait aussi en sorte que, ben, il y a sûrement plein de jeunes avec du talent, mais qu'ils n'ont pas le cash pour les engager tout de suite, genre, go, viens faire des trucs pour nous. Ben, je suis l'exemple, là. J'ai eu 1 an parce que je me suis faufilé, puis après 1 an, il était comme non, on va garder les. Tu sais, ils laissent la job à ceux qui ont leur permanence. Là. Oui. Fait que tu sais, c'est ils super. Ils retransfèrent à l'interne. C'est ça, ils retransfèrent à l'interne. Puis moi, j'avais comme un contrat. J'étais employé contractuel. Fait que je pense que c'est juste un symptôme de ça. Ouais. Ils sont tellement squeezés qu'ils sont comme OK, on peut juste te donner la chance de peut-être en faire un, puis on va voir après. Mais en fait, c'est ça. Comme. Fait que ce qui s'est passé avec ça, c'est que l'idée de ce qui est devenu l'essai, initialement, c'était un pitch de podcast à Fais ton balado qui a bien
tourner. Puis en fait, l'idée originale, c'est Éloi qui, en fait, m'a passé un livre que j'ai comme dévoré. Là. J'ai vraiment... Éloi, c'est vraiment mon ami intello. Là. Lui, il a fait son bac en sociaux, puis c'est comme un bon nerd un peu introverti, ultra politisé. Là, je dirais que c'est lui qui m'a beaucoup politisé. Puis moi, je suis comme le yapper qui aime ça, expliquer des trucs. Là. Fait que, tu sais, on fait un bon duo pour ce genre de projet-là. Puis là, lui, ben c'est ça, il a lu un livre, puis il est comme, yo, tu vas aimer ça, parce que justement, c'est un page-turner, puis ça s'appelle Tuerie de Franco Berardi-Bifo, qui est comme un genre de sociologue, genre philosophe opéraïste là, italien, là, d'un wave un peu 70s. Puis bref, le livre est super bon, puis c'est un peu le take dans l'essai vidéo. Fait qu'il fait une genre de socio-histoire de comme la psyché contemporaine, puis de comment on en est arrivé à voir des dudes... 95-98% des dudes faire des tueries comme ça. Puis là, j'étais comme, man, c'est tellement un bon take, c'est important. Éloi, son idée, c'était on fait un projet sur ça, puis l'histoire de mon grand-père. Parce que le grand-père d'Éloi a survécu à une tuerie à Ottawa en 99, si je me trompe pas, dans un garage de la OC Transpo. Fait qu'un collègue qui est à peu près comme les cas de USPS là, dont je parle dans l'essai. Ouais. Fait que tuerie en milieu de travail, là, le dude est rentré avec une carabine, puis il l'a épargné parce que c'était le seul gars qui parlait avec lui le midi. Une affaire un peu décollissante. Puis là, on était comme, OK, on part de son cas à ton grand-père pour ouvrir le spectre, faire comme dans le fond, pourquoi ça arrive, puis sonder les raisons peut-être plus profondes de ça. Fait que ça, c'était le pitch. Puis ben là, finalement, Radio-Can, ça s'est dit que ouais, ben c'est peut-être trop... ben là, justement... Expérimental, exact, right? c'était trop... quelqu'un a dit c'est trop cérébral. Fait que là, j'étais comme, ah bon, OK, c'est trop... Puis tu sais, on n'arrêtait pas de surligner là, dans nos documents de pré-prod, là, ils nous demandaient de faire un dossier. Là. Fait que, en fait, nous, on a gagné la 2e place du concours, ce qui nous assurait pas une production, mais il nous disait, on vous donne un budget de pré-prod. De développement. De développement, exactement. Puis ensuite, vous revenez vers nous. Ça, c'est fou, là, parce que j'ai tellement eu des projets en pré-dev. Ils te donnent genre 10 000 pour écrire, puis en dev, ils te donnent genre 30 000 pour écrire, puis après, ils vont pas en prod, ces projets-là, puis je suis comme, êtes-vous des crises d'épais? Ouais, mais moi aussi, j'étais comme, c'est un peu une perte d'argent, mais whatever, OK. Fait que... Ça me rend folle, ça. Ouais. Des fois, ça reste crazy un peu de voir les montants que ces gens-là mettent dans les vidanges, dans le sens que ça me prend pas 30 000 $, moi, pour faire 1 heure de contenu trop cérébral. Tu sais, dans le sens... Il y a quelque chose aussi où, puis encore une fois, je souhaiterais là, que les artisans soient mieux payés tout le temps, mais c'est fou. Je veux dire, combien tu penses qu'ils ont mis en développement sur des projets qu'on n'a jamais vus, mettons, qui se retrouvent tablettés? Heureusement pour toi, tu as les skills avec Éloi, vous avez mis ça sur YouTube avec Alex, tu sais, genre, vous êtes un team de smartasses, mais mettons, la plupart des gens, après... Moi, mon docu sur les centres jeunesse, genre, je suis pas capable de l'autoproduire puis de l'écrire sur Internet, genre, oublie ça, tu sais, j'ai pas... Mais tu sais, la forme a changé parce que nous, au début, c'était une série podcast, 10 épisodes, puis c'était vraiment pas le même format, là. C'était pas un essai, c'était plus documentaire avec des intervenants, puis là, nous, on aurait fait le lien entre les différents points de vue, les différentes expertises, puis, fait que, tu sais, on voulait parler à, genre, un sociologue, une psychiatre, peut-être, genre, une survivante, des trucs comme ça, mais... Finalement, eux, ils voulaient vraiment plus axer ça sur un événement. Puis là, j'étais comme, le whole point, c'est que ce soit pas genre du cry porn de comme, oh my god. Genre, avoue, si on donne pas la chance aux gens de s'interroger aux causes structurelles des événements qui se produisent, absolument. On continue de répéter les mêmes hosties de topo en surface, comme on fait avec un documentaire sur les annulés, ou qu'on parle juste de Polytechnique alors qu'il y a encore des événements violents au milieu de travail. L'explosion de la colère des hommes est comme omniprésente dans nos sociétés. Je veux pas te forcer à chier sur genre le diffuseur public, mais Chris, cette non-prise de risque-là, elle répercute sur toutes nous. Tu sais, je pense à ma fille qui verra jamais des docus vraiment profonds à moins d'aller sur mais c'est qu'en fait, c'est tant pis pour eux, là, c'est comme... Mais c'est tant pis pour nous quand c'est tant pis pour eux, right? Ouais, absolument, oui. Mais c'est parce qu'il y a un mépris du public aussi là-dedans. Tu sais, je dis pas que tout doit être extrêmement intellectuel et poussé, mais... Il n'y a presque pas de contenu comme ça. Il peut y avoir au moins 50% des trucs qui sont comme ça. Mais il n'y a presque rien comme ça. Non, puis je pense qu'il y a une fin pour ça de la part du public aussi. Je pense même qu'on est dans un moment où tranquillement, pas vite, puis évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de mouvances en même temps. Mais moi, pour ma part, puis je sais que je suis pas le seul, je suis quand même ouvert à avoir du contenu plus profond, plus solide, plus long. C'est fou. Carl et nous, ça aurait très bien pu passer à Heure de grande écoute, ce documentaire-là. Why the fuck not? Ouais, mais oui, absolument. Même s'il n'y a pas de conclusion. Alors, nous avons compris que les hommes tuent car malheureux. Non, on s'en crisse, genre, utilisez votre cerveau,
regardez les images qu'on vous offre. Je pense qu'aussi, il faut peut-être remettre en cause l'idée qu'un documentaire n'est pas nécessairement supposé apporter des conclusions ou des solutions, mais ouvrir des questions, puis une réflexion, puis une conversation. C'était un autre truc, là. C'était un autre truc qui nous avait été reproché dans la forme initiale. Ben oui, mais là, il n'y a pas de solution. Puis j'étais comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Là, j'étais comme, ben yo, c'est sûr qu'il n'y en a pas, là. Genre, on soulève des questions sur, genre, les fondements de notre société. Genre, là, je vais pas te dire, genre... Ah, tu es en train de dire que tu n'as pas réussi... J'ai pas solve le capitalisme. Solve la violence masculine en 1 heure. En plus, ces gens-là qui font des topos sur la crise du logement ou des topos sur la pauvreté sans parler de capitalisme. Donc, on peut pas leur demander d'accepter un documentaire un peu flou sur les origines du mal. C'est comme... Ouais, non, genre, exact. ils servent, en ce moment, ils courent à leur propre perte. Ouais, définitivement. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer malgré le fait que ça a pas cliqué là? Parce que ça aurait pu, il y a plein de monde qui aurait juste fait hey, écoute, on n'a pas le financement, puis là, en plus, tu as mis plein d'énergie dans un format de projet, mettons, qui se passera pas. Faut quand même que tu retournes à la table à dessin. Faut que tu recules un peu, là. Ben, exact. La chronologie, ça a été, fucking décevant. Puis, il me demandait aussi vraiment de prévoir exactement. Mais je suis comme, en documentaire, tu peux pas nécessairement tout prévoir. Genre, je sais pas ce que telle personne, tel psychologue ou whatever, spécialiste, le sociologue, genre, je sais pas qu'est-ce qu'elle va nous dire, là. La prise de risque à son minimum. Ben, comme c'est ça, là, c'était comme c'est du monde vraiment cadré. Ils ont déjà leur cassette, mais ça se peut que ça soit fucking boring, là, son take, puis qu'elle dise rien d'intéressant. Fait que, genre, je peux pas exactement vous dire. Puis là, on mettait même des exemples de genre, comment j'étais bon pour vulgariser, puis simplifier, puis on était comme. Il y a des noms, là, ça fait peur, là, c'est des intellos, mais genre, je vous jure, là, comme voici comment on vulgariserait. Bref, tout ça pour dire que après ça, il y a eu effectivement un moment de comme bon, déprimant, puis la vie continue. On avait plein de choses en parallèle, chacun, de notre côté. Puis c'est moi un peu qui a repris le projet. Fait que tu sais, comme l'idée émerge d'Éloi, mais l'essai vidéo, ça a pas mal été moi qui l'ai écrit, mais il y a quand même eu un aller-retour, genre, Éloi, c'est toujours un peu mon pilier de script édition, là, je lui demande ses avis pour certaines tournures de phrases, certains sujets, certains... ouais. Puis comment ça s'est passé, c'est que comme le temps a passé, puis j'avais comme complètement mis ça de côté. Je regardais un docu produit par Tout TV, justement. C'est là qu'elle m'a dit, Alexandre est soupçonné d'être à la tête du plus gros réseau de dark web au monde. Donc, j'ai dit... ce qui veut dire, donc, c'était un site illégal de vente de drogue et d'armes et autres. Sur un dude de Alexandre Caz, je sais pas si vous avez checké ça. En gros, c'est un gars, un dude de crypto là, qui a fait genre. Oui, je l'ai écouté ce docu-là. Je l'ai écouté ce docu-là. Puis le gars a fait tonne de cash, puis il a déménagé en Thaïlande. Bon, ok, c'est juste un truc un peu true crime. C'était, tu sais, la fin c'était un peu tragique, mais le gars était multimillionnaire là, puis y avait-tu des solutions? Ouais, c'est ça. Comment qu'on fait pour pas se faire tuer en Thaïlande? Exact. En fait, c'est que j'ai fait des liens. C'était vraiment un moment genre d'épiphanie. Je me souviens, ma blonde était comme tabarnak, man, ça va. Les 3 jours après, là, j'étais fou. Mais j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, OK, en fait, lui, c'est un tueur de masse avorté, c'est-à-dire qu'il a réussi. Il avait le même rapport à la technologie, aux jeux vidéo, puis un rapport très, genre, atomisé, puis numérique au monde. Mais lui, il a réussi à gagner le il a jeu. capitalisé, mettons, sur la crypto. Il a réussi à faire de l'argent. Mais d'après toi, s'il n'avait pas réussi à faire ça, il se serait peut-être retrouvé à la même place. Il y avait le profil, du moins. C'est des macro-obsessions qu'ils ont, ces gens-là, right? En fait, c'était juste ça. J'ai flashé, puis j'ai fait... Quand tu lis le livre de Bifo, là, du dude italien, là, tu vois que, bon, il y a toujours un certain pattern qui reviennent, puis c'est pas systématique, évidemment, là. Il avance que, comme technologie, les écrans, sans nécessairement... Puis là, c'est touchy parce que tu veux pas faire du cause-effet, là, dire, genre, tu joues à Grand Theft Auto, tu vas tuer du monde. C'est évidemment pas ça, le take. Mais que ça affecte quand même ta psyché, puis si t'es dans un mauvais moment dans ta vie, puis que la société te dit t'es un homme blanc, tu devrais être successful, puis avoir une belle chick, puis avoir ton char, puis que tu réussis pas, tu fumes du pot dans ton sol, puis tu fais juste jouer à Overwatch, ben comme oui, genre ça se peut que ce rapport à la technologie devienne délirant et que tu calques ton rapport aux jeux vidéo puis au narratif que tu fais de ta vie, fait que t'en viens à arriver avec un gun dans un centre d'achat, genre. Puis là, ce gars-là, c'était à peu près ça, le pattern. Mais c'était un autre type de fièvre. C'est ça, c'était pas les jeux vidéo, mais c'était quand même un nerd d'ordi, un geek. Puis là, lui, il a fait tonnes de cash avec la crypto. Puis là, dans le documentaire, je me souviens vaguement, mais tu sais, il disait comme à quel point il était fier d'avoir réussi. Puis il était comme, j'ai gagné la game. Puis à un moment donné, je pense qu'il utilise littéralement la référence, genre, j'ai gagné le jeu de la vie. Puis j'étais comme... Yo, OK, il y a de quoi là. Fait que là, ça a rebrassé l'idée. Puis, entre-temps, l'histoire de Carl Giroir était arrivée.
Puis ça, c'est le rapport au jeu vidéo est assez évident. Là. Il a littéralement émulé son jeu vidéo. Il a fait une psychose autour de son propre jeu. Right? Exact. C'est ça, de For Honor, qui est comme un jeu développé par Ubisoft, un jeu de combat avec épée. Là. Du 31 octobre 2020, François Duchesne et Suzanne Clermont ont été tués avec une arme blanche par un homme en costume médiéval. C'est effroyable. On ne peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite. Et ça soulève toutes sortes de questions sur les maladies mentales. De plus en plus, aux nouvelles, on voit des attaques qui semblent aléatoires. Des gestes horribles, gratuits et inexplicables, commis par des gens ordinaires et inoffensifs. Des atrocités qu'on réduit à un événement malheureux qu'on ne peut empêcher. Au lendemain de ces attaques, on analyse ces tragédies sous l'angle de la santé mentale, du contrôle des armes à feu ou du terrorisme idéologique, en se limitant à ces enjeux-là. Puis, on passe au prochain dossier, à la prochaine date, aux prochaines images, à la prochaine tragédie quotidienne. Mais comment autant d'hommes de ma génération finissent par avoir l'idée de tuer des masses de gens, parfois sans aucun motif explicite? Puis, même avec une revendication, comment on s'est rendu là en tant que société? Peut-être qu'au fond, au-delà du cas par cas, au-delà des armes et des psychoses, les Carl Giroir de ce monde sont l'expression d'un type de violence propre à notre époque. En creusant dans l'histoire d'ici et d'ailleurs, se révèle à nous un réseau complexe de racines, de ce que l'on appelle aujourd'hui les tueries de masse. Des racines qui se tracent et se tortillent, beaucoup plus creux que l'on peut imaginer. Beaucoup plus loin que Carl ou moi, bien plus loin que le 20 mai 2022. Puis lui, en fait, c'est ça pour contexte, là, pour les gens qui écoutent, qui ne comprennent peut-être pas. À l'Halloween de 2020, déjà que ça allait pas bien partout pour la COVID, lui est arrivé dans le Vieux-Québec avec une épée, puis il a attaqué des passants comme ça, mais de manière complètement aléatoire. Puis il a enlevé la vie à 2 personnes, puis blessé d'autres personnes. Puis je trouvais ça marquant comme geste parce qu'il y avait vraiment aucune idéologie rattachée. Les médias ne savaient pas comment se l'expliquer. Il n'a pas revendiqué quelque chose par son geste. Il arrivait pas. On pouvait pas mettre ça sur le dos d'une religion ou d'un truc politique, de quelque chose. C'était vraiment juste un jeune homme souffrant. Ouais, absolument. Il n'y avait pas de sens à donner. Les gens voulaient trouver un angle. Puis là, ce que j'ai trouvé encore plus ironique, c'est qu'il a été... Bon, après, on rentre dans des enjeux genre psycho-légaux, là, mais il a été reconnu criminellement responsable. Fait que ça veut dire que techniquement, il savait ce qu'il faisait. Fait que là, c'est comme... Tu peux pas dire que c'est un fou allié parce que légalement, il savait ce qu'il faisait, genre, puis comme clairement, c'était pas correct dans sa tête, genre, on s'entend. Puis là, t'es comme, OK, c'est quoi? Comment t'expliques ça? Je trouvais que c'était comme le parfait, genre, talon d'Achille pour s'attaquer à cet enjeu-là social que sont... Aussi, ça avait marqué le Québec quand même. C'était quelque chose d'un peu frappant, fait que c'est sûr aussi que pour un documentaire, c'est pas mauvais non plus d'avoir une espèce d'accroche où les gens ont un intérêt, mais ce que je trouve le fun, justement, c'est que t'es parti de tout ça. Ouais. Mais tu nous as pas juste comme crossé là-dedans, parce qu'il y en a eu d'autres quand même, des petits documentaires, mettons, pas documentaires, mais mettons enquête, reportage, qui tournaient beaucoup autour de son parcours. Tu sais, comme on fait les rues, on va devant la porte de là où il y a... Puis là, je trouve qu'on est dans le sensationnalisme, mais aussi un peu dans, je dirais, comme la pornographie de la violence, où on dirait qu'on est là, puis qu'on est comme excité de visiter un lieu, c'est ici qu'il a donné un coup d'épée. Hey, calvaire, je veux dire, on n'est pas censé, je pense, trop triper là-dessus. Il faut refuser cette affaire, je pense, là, dans nos psychés. Puis ce qui était le fun, c'est que tu partais de ça, puis tu nous amènes vite ailleurs, puis pas juste à un endroit, à bien des endroits. Il y a tellement de choses à discuter autour de ça. Tu sais, toutes les affaires de santé mentale puis de responsabilité criminelle, tout c'est intéressant. Puis il y a aussi des professionnels de la santé, puis c'est pas de passer par-dessus ça, mais je pense que la vision, disons, du public, des fois par rapport à la santé mentale puis la maladie mentale, est très noire et blanc. Il y a des gens en santé mentale, puis il y a des gens... Non, je veux dire, ça n'existe pas la santé mentale parfaite. Il y a des mouvances de société aussi où on peut se perdre un peu tout le monde sans nécessairement tous agir là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose à réfléchir des fois à l'extérieur, je pense, de la binarité de santé ou maladie. Ben, tu sais, dans l'épisode de Rebecca Derage, c'est qu'on a ri parce que Phil est comme, tu sais, là, il y a du monde qui achète des blocs puis qui crisse tout le monde dehors puis qui revendent. Mais c'est eux qu'il faut mettre en hôpital psychiatrique, les fous malades mentales capitalistes. C'est-à-dire, on pourrait leur dire, hey, vous agissez de façon
psychopathe, Ouais, tu sais, ouais. vous avez aucune empathie pour votre prochain, puis tout ça, mais comme ça fonctionne dans le système économique, on considère pas ça comme une maladie mentale ou comme un problème. Ça revient à se poser la question quel type de violence est légitimé, par qui, pourquoi. Fait que oui, absolument, c'est ça, c'est un peu ça justement, puis de recadrer qu'est-ce qu'on nomme folie dans un contexte, puis pourquoi on a les fous de notre époque puis qui font ça, tu sais. Parce qu'il y a toujours eu des fous, là, tu sais, comme si on résume de manière un peu Il y grossière. a toujours eu des gens qui tuent. Ouais, mais pourquoi et comment? Il y a toujours eu du monde qui tue, exactement. Il y a toujours eu de la violence. Il y a toujours eu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des fous, entre gros guillemets. Mais comme, pourquoi ça aujourd'hui? Tu sais, c'est quand même buzzant de savoir qu'un gars pensait qu'il était dans son jeu vidéo. Est-ce que c'est ça que tu as observé, que les jeunes hommes dans les tueries de masse sont souvent... En fait, c'est tout le temps le jeu vidéo. C'est tout le temps des genres de gamers, right? C'est pas tout le temps. C'est pas... Il y a pas tout le temps la dimension jeu vidéo. Je sais que... Après ça, c'est ça. J'ai pas fait genre une étude. J'ai pas fait des études de genre... C'est pas mon doctorat, là. Mais comme de mes réflexions puis de la lecture du livre, principalement, de Bifo, il y a quand même quelque chose... quant à l'anonymisation de l'autre puis l'objectification de l'autre, que ça devient, en fait, dissocié du réel. Ça peut passer par autre chose qu'un jeu vidéo, c'est juste que des jeux vidéo, c'est super immersif, fait que ça accélère sûrement ça. Des fois, ce genre de dissociation avec les autres humains, ben ça se fait à cause d'enjeux de santé mentale, fait que oui, c'est sûr que comme tu peux peut-être, d'une raison ou d'une autre, puis là, je m'avancerai pas en termes psychiatriques, là, comme en venir au point de faire comme ça, c'est juste un tas de viande, genre, puis je vais le buter, puis je vais rien ressentir. Il y a ça. Après, ben, des fois, c'est des trucs mélangés, fait que c'est comme psychose induite par consommation, par médicamentation, mélangée avec un rapport aux écrans en général, je dirais, une solitude. Fait que, tu sais, sans nécessairement gamer, si tu passes ta journée sur, genre, je sais pas, sur TikTok, sur Reddit, ouais. sur Internet, ben, comme tu vois plus beaucoup d'humains. Fait que, comme, quand tu sors dehors, tu sais, puis là, j'ai mis un extrait, genre, dans l'essai vidéo, c'est comme c'était un documentaire Vice, là, fait que ça c'est ce que c'est, là, mais genre la journaliste allait voir genre un incel proclamé, puis le gars il run des chat rooms toute la journée, fait que tu sais il game pas, mais il lui dit littéralement quand je sors dehors j'ai l'impression que je suis dans un jeu vidéo, tu sais. I feel more real here, sitting in front of the computer. When I go outside, I almost depersonalize a little bit and feel like I'm playing a video game. Fait que tu sais comme c'est plus le rapport général à la réalité qui après peut être perturbé par différentes manières, là. Tu parles aussi beaucoup de télévision. Ouais. Mettons de la guerre. Parce que la télé là, est en train peut-être de perdre un peu de force dans la société avec la montée de l'Internet. Mais la télévision a été comme très présente pendant 40-50 ans. Puis il y a une forme aussi de distance, de déconnexion à regarder des choses se passer sur un écran, justement, à voir la guerre en images. Je pense que ça devient, puis encore une fois, c'est toujours en combinaison, c'est-à-dire que là, il y a une part de déconnexion puis de déshumanisation. Si tu ajoutes à ça l'isolement qui crée aussi une déshumanisation, là, être tout seul, avoir très peu de contact humain, ça finit par être une réalité alternative aussi qui existe dans ta tête. Tu te rajoutes à ça la drogue, la consommation, les problèmes psychologiques, les attentes sociales, la frustration, la colère, l'impuissance. C'est que là, à un moment donné, tu crées comme une espèce de bombe. Puis il y a des gens qui se ramassent avec tous ces éléments-là puis qui finissent par exploser. Exact. Puis peut-être qu'un truc les aurait sortis de là. Peut-être que juste une connexion humaine aurait pu les retirer à l'extérieur. Tu sais, personne n'est comme... Je pense que c'est ça, tu sais, complètement perdu ou complètement safe de tout ça. On est tous à risque de tomber dans un genre de rabbit hole si tout se passe mal en même temps. Mais il y avait comme cette espèce de grand spectre-là, un dessin que tu commençais à... Peut-être aux années 80-90, là, tu sais, tu commençais avec... Microsoft, tout ça aussi. Ben, en fait, c'est que c'est comme l'accélération, tu sais, ce que le monde appelle la troisième révolution industrielle. Là, je sais plus, mais tu sais, comme c'est ça, l'accélération des technologies numériques, des écrans, des jeux vidéo, les ordinateurs. Puis en parallèle à ça, c'est ça, tu soulignes bien, là, mais il y a vraiment l'apport des nouvelles en continu. Puis ça, c'est vraiment tout au même moment, si je me trompe pas, c'est fin années 90. Moi, j'étais à peine né, là. Mais genre RDI, CNN, tout ça, ça vient en même temps. Puis ce que ça fait, c'est effectivement, tu as accès à aujourd'hui ce qui est commun, mais c'est un flux. Il y a toujours quelque chose. Fait que s'il y a toujours un flux, puis que tu n'as plus besoin d'attendre le téléjournal à 18h, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu l'as sur ton écran, puis tu es projeté là-dedans. Pour moi, genre, les attaques de Columbine, 9/11, puis des trucs comme ça au début des années 90, ben, ça rentre dans cette boucle de rétroaction qui est comme, ben,
l'attaque fait des images vraiment marquantes qui roulent en boucle. Fait que ça peut, d'une part, motiver certaines personnes à faire comme je vais rentrer dans ce flux-là, fait que je vais faire un geste. Fait que là, après, ben, dans la déontologie journalistique, c'est comment faut pas trop montrer des images parce que ça peut motiver du monde à le faire. Ça rentre dans cette dynamique-là. Puis après ça, ben, pour nous, de voir ça crée aussi la dynamique de spectacle. Fait qu'en tout cas, tout est pogné ensemble. Fait que c'est ça que j'aimais essayer de décortiquer. C'était de pas dire que c'est un mène à l'autre, mais c'est compliqué, puis c'est pas genre, il n'y a pas de cause unique, puis c'est ça, c'est notre rapport aux images en général, notre rapport à la réalité en général. Mais justement, quand tu dis aussi rapport aux images, je trouve qu'il y a comme l'autre aspect qui est quand même nommé aussi dans l'essai, c'est justement un peu le rapport, comment la fiction construit la réalité. Parce que la question se pose quand même de très peu de femmes font ça. Ouais. Et c'est majoritairement, même maxi-majoritairement des hommes. On consomme pas les mêmes contenus, by the way. Ouais, les femmes ont beaucoup consomme pas moins... les mêmes contenus, mais surtout, on n'a pas la même construction de la réalité dans la fiction. Parce qu'au-delà de ce qu'est réellement un homme et de ce qu'est réellement une femme, il y a aussi comme un construit dans les histoires qu'on se raconte sur qu'est-ce qu'un homme et comment ça doit réagir, comment ça devrait réagir, comment ça existe. Ouais. Et on finit par émuler cette fiction-là, cette réalité créée, j'ai l'impression. Puis justement, dans cette réalité créée à travers les récits, les jeux vidéo, les films, peu importe, l'homme a souvent des réponses violentes aux problèmes. Ben oui. Je pense pas nécessairement que fondamentalement, c'est ça que les hommes sont Ben ou non. veulent être, mais à force de se raconter un récit, il devient vrai. Ouais. Parce qu'on s'inscrit dedans. Je pense qu'il faut quand même comprendre l'être humain n'a pas un rapport direct avec la réalité du genre « ceci est réel, donc je le comprends ». On se l'explique à travers des histoires depuis le début des temps. Puis là, on a l'impression d'être très moderne, puis de plus être là-dedans, puis d'être des sociétés très scientifiques. Mais c'est pas vrai, c'est juste d'autres récits, ça aussi. Puis même les trucs scientifiques, on les comprend un peu à travers les récits par lesquels on nous les amène. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose à comprendre là-dedans, puis à investiguer un peu dans notre rapport à la réalité. Puis encore une fois, tu ne donnais pas nécessairement la réponse à ça. Mais pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose là-dedans dans pourquoi c'est toujours des hommes qui se retrouvent dans ces situations-là et très, très peu de femmes parce que le récit des hommes passe à travers la violence. En fait, les humains, en ce moment, ont de la misère avec la connexion. C'est juste que, justement, les hommes le vivent difficilement, sont pas capables de processer ces émotions-là, Mais sont pas aussi, capables d'aller demander de l'aide. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui se disent « I'm a loser », genre « je vais en amener une couple avec moi ». Puis c'est même pas tant intellectualisé comme ça, mais c'est un sentiment. Ça doit être très souffrant aussi d'avoir ça en soi, cette impulsivité-là de faire mal. Genre. C'était une dimension que je voulais apporter aussi dans le truc parce que c'était fait avec empathie pour, ben, évidemment, les victimes, mais aussi comme pour Carl. T'as dédié le documentaire aux deux victimes de Québec. Ouais. Ben oui, c'est ça, je l'ai dédié aux deux victimes, François Duchesne puis Suzanne Clermont. Puis à la fin, c'était important pour moi, tu sais, je pense que j'ai écrit un truc à la fin, ça dit genre à toutes les victimes des violences incomprises. Puis dans victimes, je sous-entends aussi les personnes qui les commettent parce que tu sais, comme tu dis, c'est la souffrance pure et dure, là. Puis moi, j'ai parlé avec Rémi Bélanger de Beauport. Le gars qui a été lacéré par Carl. Exact, le multi-instrumentiste qui a survécu à l'attaque, qui a été gravement blessé. Puis lui avait fait une sortie à l'époque qui avait été publiée. Puis c'était une vidéo où il s'adressait à tout le monde. Puis il appelait justement les gens à avoir un peu d'empathie pour le gars qui lui avait fait ça. Ça faisait genre littéralement 22 jours, ça y était arrivé. Là. Il s'est fait attaquer par un katana. Il a failli laisser sa peau. Puis il disait... Je pourrais plus jamais jouer de la musique de la même manière. Puis je me rappelle, les gens étaient fâchés contre lui. Puis les commentaires en dessous de cette vidéo-là étaient dégueulasses. C'était genre, c'est un malade mental, non, comment tu peux l'excuser? Ce qui est drôle aussi, c'est que cette réaction-là, justement, de juste vouloir détester, puis de même dire à la victime que ça n'a pas d'allure, mettons, de parler de même, c'est aussi le même réflexe de déshumanisation qui mène à ces actes-là. Ouais, mais c'était fou, Phil. Là. Tu peux encore aller l'écouter. La prochaine partie de ce que je veux dire, ce que j'ai envie de dire, ben, j'ai envie de parler de lui, celui qui m'a attaqué, ou plutôt de moi, de ce que je pense de lui. J'étais dans l'ambulance le 31 octobre, puis je lui avais déjà pardonné. Puis je me suis dit, je vais essayons pour le fun de dire la phrase suivante, puis voyons ce que ça fait. Je l'aime. Puis je me suis rendu compte que c'est ça que je croyais, puis que j'y croyais pour vrai, puis j'y crois encore aujourd'hui.
c'est soit dans un contexte où l'empathie est pas tout à fait au rendez-vous, ou bien que on est dans un contexte où quand tu as besoin de services en santé mentale, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à des soins qui coûtent pas une fortune, ou juste avoir un peu d'écoute, ou peut-être que ce gars-là, c'était un électron libre, puis il aurait eu besoin d'un filet, puis on n'a aucun filet nulle part d'installer. Puis c'est comme si je considère que l'être de chair, mettons, qui tenait l'épée ce soir-là quand je l'ai rencontré. J'ai l'impression que à l'intérieur de cet être, il restait plus grand-chose du gars. Pour moi, c'était comme la preuve que même quelqu'un qui en a gravement souffert essaye de comprendre, puis a cette démarche-là qui tend la main, puis qui a une preuve d'empathie. Puis c'est ça, fait que moi, tout le take du truc, c'est que Carl n'est pas un monstre, genre. C'est pas un... Puis là, après, t'as comme le genre de jeu de mots un peu niaiseux avec le fait que c'était à l'Halloween, puis que superposition entre monstre et humain était littéralement comme en action, là. Fait que c'est ça, fait que c'est pas un monstre, et donc, si c'est pas un monstre, pourquoi, genre? Puis pourquoi tu te rends là? Puis ce parcours-là a clairement pas été facile, puis c'était quelqu'un de souffrant, puis après ça, c'est comme, j'imagine qu'il travaille en ce moment là-dessus. Il est à Robert Gifford, je pense, ou à Pinel, ou... Ça, ouais, ou en prison? Ça, je sais pas, je suis pas sûr qu'il est en prison, je pense, parce que justement, s'il a été reconnu criminellement responsable, après ça, c'est ça, il y a toutes sortes d'enjeux, genre de réparation, puis de comment dealer avec ces gens-là après, les libérer, comment, quand, pourquoi, puis bon, c'est tous d'autres enjeux comme ultra complexes, puis tu sais, je voulais pas tomber dans un genre de relativisme nuage, là, de comme, non, mais dans le fond, tout le monde est ami, genre, puis c'est correct, là, parce que comme, tu sais, je veux dire, il y a des enjeux de sécurité, là, fait que c'est comme, la question, c'est plus comme comment c'est digéré par les médias, puis par l'imaginaire collectif des événements comme ça. Comment t'as trouvé que les médias réagissent en général au Québec, là, avec, tu sais, Marc Lépine, Alexandre Bissonnette, est-ce que on n'a pas longtemps bâché Carl Giroir parce qu'il est un jeune homme blanc aussi, ça a joué. Tu sais, il y a des paliers de privilèges, là, même dans le crime, le meurtre. Pour l'essai, je trouvais que c'était intéressant de rappeler aux gens de comme, shit, c'est vrai, ça s'est passé, ça. Je trouvais ça fou parce que quand j'en parlais aux gens, ils étaient comme, ah, ouais, lui. Puis je trouvais ça intéressant que comme l'essai vidéo joue aussi là-dessus, que ça fait 5 ans. Puis moi, j'attendais de voir si Radio-Can ou les médias allaient en reparler. Puis il n'y a pas eu, à ma connaissance, de retour 5 ans après. Il n'y a pas d'anniversaire. C'est fou, hein? Fait que oui, effectivement, il y a comme un traitement. Après, je sais pas, Bissonnette puis les autres sont pas mal blancs, là, puis on en parle quand même beaucoup, mais je pense que c'est dans la gravité du geste, puis aussi sur comment tu peux surfer sur la thématique. Parce que je pense que justement, si l'attaque de Carl avait été revendiquée au nom de X, là, genre peu importe, il y aurait eu de quoi, il y aurait eu du jus à dire de comme 5 ans après, on revient sur le djihadisme, 5 ans après, on revient sur les incels, peu importe. Mais là, il n'y a pas d'idéaux, fait que là, c'est comme, on va pas revenir là-dessus. Ça vient à parler d'un accident d'auto, ou comme il y a 2 personnes qui ont perdu la vie, bon, on peut pas trop parler des causes, là, fait qu'on va pas en parler au téléjournal. Je pense que c'est ça, tu mets le doigt dessus un peu, c'est que je pense que pour les médias capitalistes, néolibéraux, c'est dangereux de se mettre le pied là-dedans. Parce que tu commences à poser moindrement des bonnes questions aux bonnes personnes, tu vas te retrouver avec des réponses que tu veux pas, qui vont remettre un peu en doute l'ordre établi, puis la façon dont se passent les choses. Puis je pense pas que les médias ont envie de tomber dans le discours de « Ouais, peut-être le capitalisme nous rend pas bien. » Peut-être que ça, c'est un problème. Ils préfèrent y aller un peu pour le sensationnalisme, puis justement la facilité de créer des monstres, mettons, puis de dire cette personne-là, horrible personne, la potence. Parce que ça fait comme nous et eux. Ouais. Mais c'est nous aussi. Ouais. C'est plate, là, mais ils sont avec nous, ce monde-là. Ils sont dans la même société que nous. Le monsieur Nguyen. Ouais. Le chauffeur d'autobus de la STL. Ah oui, qui a foncé dans une garderie, c'était ça? Oui, puis il a tué 2 bambins. Ouais. Ma fille avait 2 ans à ce moment-là, puis j'étais terrassée, j'ai pas pu travailler le reste de l'après-midi, j'étais figée, puis je pense que le Québec en entier était figé de cette histoire-là, mais c'est Pierre et nous. C'est pas juste Pierre. Je veux dire, je sais pas comment on déshumanise autant quelqu'un qui fait un geste comme ça. Lui non plus, on n'a pas parlé si longtemps parce que la cause est inconnue. Il n'y a pas de prise. On s'intéresse pas à la cause, en fait. Ou aux causes, Aux causes, tu sais, les causes structurelles de tout ça. Je veux dire,
Mais tu vois qu'on a une difficulté aussi à dealer avec l'horreur dans notre société. Puis plus c'est loin, plus on a une facilité, c'est-à-dire que plus il y a une déconnexion, mettons, quand ça se passe l'autre bord de l'océan, puis qu'il y a un génocide, on n'aime pas ça, mais on a plus de facilité justement à emballer ça un peu dans « Ouais, mais c'est pas du monde comme nous, ça, puis c'est tout le temps de même, puis parce qu'on peut s'imaginer que ce n'est pas notre société, puis que la nôtre ferait jamais ça. Pourtant, on est impliqué là-dedans, on envoie des armes là-bas. Je veux dire, là, Denis Coderre, en ce moment, est en train de serrer à la main. Denis Coderre est en Israël. Il est en Israël pour une mission économique. Tu sais, c'est comme... Est-ce qu'ils sont laids? Genre, ils vont chercher, comme Chris Curtis disait cette semaine, hier, dans son reel. So, an assembly of, like, your least favorite politicians... And your second favorite Nepo baby. ...is going to Israel. Ben oui, le fils de Brian Mulroney est là. Comme genre, total nono, là. Mais... Quand ça se rapproche de chez nous, puis qu'il y a des choses horribles qui se passent, c'est sûr que je pense que toute personne est comme à ça d'avoir comme une espèce d'épiphanie par rapport à « Ah, mais attends une minute, comment ça a pu se passer, ça, dans mon quartier ou dans ma ville, dans ma province? » Tu sais, j'ai des questions, puis ces questions-là vont évidemment te mener à mieux comprendre ou à peut-être à justement te questionner sur qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, comment quelqu'un qui est à l'école avec moi ou dans le même système que moi ou qui consomme les mêmes médias que moi se retrouve à faire quelque chose qui est si loin de ce que je pense que moi je suis. Puis ça, à la limite, c'est bon. Il faut se les poser, ces questions-là, puis il faut aller dans ces endroits difficiles-là. Ouais. Mais c'est un processus qui est effectivement pas évident. Puis que les médias et que les politiciens, je pense qu'ils n'ont pas intérêt vraiment à ce qu'on aille là-dedans profondément parce que ça pourrait faire s'écrouler un peu notre perception de la réalité. Mais je pense pas que c'est conscient de... Tu sais, la plupart des gens, je pense pas qu'ils pensent consciemment à... Il faut garder le plan machiavélique du capital en ordre. Je pense que c'est juste, effectivement, d'un point de vue genre macro, c'est ça, mais je leur donnerais pas nécessairement une intention. Je pense qu'ils pensent qu'ils font la bonne chose, puis je pense qu'ils se disent pas activement il faut que la machine roule. C'est juste la machine te passe dessus, puis t'es dans la machine. Fait que le courant t'emporte, puis t'es comme ben écoute, on a juste 2 minutes ce soir au téléjournal, on peut pas vraiment parler de ça, tac, puis t'es comme business as usual, puis je pense pas qu'il y a autant de gens qui consciemment veulent garder le capital en fonction, tu sais, whatever. Mais c'est plus un biais de classe. Parce que si on regarde, mettons, la petite Claire Bell, qui était disparue cet été pendant 3 jours. Oui. Je veux dire, c'était partout, là. Oui. C'était tout azimut. Les 350 000 enfants palestiniens, on n'a jamais une seconde pour ça. Et ils sont morts. Fait qu'il y a comme... Moi, je pense que c'est des enjeux de classe. Standards. Là, tu sais, t'as raison, je pense pas que c'est un plan machiavélique de conserver l'ordre C'est certainement établi, pas un plan de tout le monde mais ensemble. quand il y a de la pub partout sur ton site web, de spéculation immobilière, d'épicerie, de, je sais pas, tu sais, tous des trucs comme qui amènent de l'argent à ton média, mais c'est sûr que comme tu vas pas... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une parole qui est volée, là, dans la manière dont le média est transmis. Tu sais, j'ai jamais senti que tu as essayé de nous vendre quelque chose, soit une idéologie, soit... t'as même pas essayé de monétiser ce truc-là, puis ça nous a appris des choses. Fait que, je sais pas, je trouve qu'il y a des biais de classe dans les médias. Mais oui, puis après ça, c'est pas ma job. Si je vivais de YouTube, ben là, j'aurais peut-être pas eu trop le choix de, genre, soit le mettre sur Patreon, soit mettre des pubs, tu sais, comme... Fait que, après, moi, je suis dans ma machine d'une autre manière. Là, je sais pas, je suis à l'école, il y a des bourses. Nous, on est sur Spotify qui arme Israël. C'est ça, on s'en sort pas. On s'en sort toutes pas. Mais je suis d'accord qu'il faut quand même garder un point de vue critique sur, après, comme tu le nommais, des genres de double standards dans ces récits-là, justement, que les médias construisent, qu'on consomme, qui nous traversent, puis qu'on fait vivre. Fait que, tu sais, comme, c'est pas nécessairement dire, genre... ben qu'est-ce que tu veux, c'est de même, puis fais juste continuer à manger la poutine, genre, puis tu sais, comme faut quand même garder une agilité, puis genre l'œil vif pour faire genre ah yo, mais ça c'est un peu de la bullshit, pourquoi vous parlez pas de telle autre affaire, puis tu sais, de percevoir l'idéologie, mais de pas, je pense pas que c'est top down non plus, je pense pas que l'idéologie est comme genre branchée dans quelque chose, puis que c'est quelqu'un qui la branche dans ça, puis que tout s'opère, c'est on la fait vivre et elle nous fait vivre. Puis tu sais, comme j'aime bien ce mot-là, récursif, là, c'est comme... C'est difficile, là, tout est poigné, là, fait comme... Ouais, c'est comme la rivière coule, tu sais, d'où vient l'eau, puis tu sais, je comprends, mais en même temps, je pense qu'à certains moments, on le voit quand même un peu plus, la construction de ce récit-là, comme par exemple, l'exemple d'Alexandre Bissonnette est intéressant. Il fait une tuerie dans une mosquée, puis là, on a des politiciens qui, depuis des années, depuis Hérouville, font une construction de l'autre avec les musulmans. Puis c'est sûr que c'était Legault ou c'est les gens qui écrivent ses discours ou les gens justement qui autour de lui construisent un narratif néo-conservateur, proto-fasciste, ben t'as pas vraiment intérêt à les mettre le doigt là-dessus parce que t'es en train de dire que les musulmans sont super dangereux pour notre société. Puis regardez ce qu'ils nous amènent. Puis pendant ce temps-là,
Ben, il n'y a pas un musulman qui a fait une affaire de même au Québec, ever! Pourquoi on fait pas la construction d'Alexandre Bissonnette? Ouais, mais genre, c'est sûr lui qu'eux qui est autres veulent dangereux. pas mettre le doigt là, c'est sûr et certain. Mais c'est pour ça que je dis, comme, je donne pas d'intention à le système médiatique et genre tous les politiciens individuellement, ils se disent tous sûrement qu'ils font la bonne chose et ou qu'ils font juste arriver au bout du mois puis payer leur bungalow. Mais je suis d'accord avec toi, il faut caler la bullshit quand il y en a, puis il faut rester comme au fait de justement cette magnifique contradiction que tu viens de souligner, là, qui est comme un peu évidente. Là. C'est comme, ben, c'est sûr que si tu construis l'autre, la personne va latcher là-dessus puis va faire que c'est eux le problème, je vais aller sauver le monde puis genre... Exact. Je veux dire, ça enlève rien. Je dis pas qu'il est pas coupable, mais tu sais, à un moment donné aussi, on peut pas regarder ça puis faire comme « Ah, il a fait ça dans un vase clos. » Je comprends pas comment il est arrivé à cette conclusion-là. Tu sais, la gang de Radio X aussi, je veux dire, y a-tu du monde là-dedans qui ont perdu 1 ou 2 nuits de sommeil au moins? Parce que j'ai l'impression que pendant une couple de mois, ils se sont comme venus tranquilles là-dessus, un peu la honte, le malaise. Et là, c'est reparti de plus belle. Jusqu'à temps qu'une autre affaire comme ça se passe, puis ils vont regarder dans les airs après en sifflant, en faisant semblant de rien. Puis juste pour dire, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est pas si simple qu'un grand plan machiavélique. Tu sais, personne s'est passé un document là, dans les médias, puis la bourgeoisie. Ben, il y en a un à Québécois, by the way, que j'ai reçu. Ouais. Ils ont un document qui circule à l'interne de non-intimidation dans les bureaux. Okay. Mais tout leur travail est de l'intimidation envers les communautés marginalisées. Fait que c'est juste fucking dissonant. Je suis tombé sur un reel cette semaine d'un gars qui expliquait juste rapidement la perspective de Gramsci sur la naissance du fascisme et comment la bourgeoisie était utilisée puis servait là-dedans. C'était tellement bien expliqué, je pense que je vais demander à Julien peut-être de le mettre en extrait audio. Julien, tu le mettras. Le fascisme existe grâce à la peur de la petite bourgeoisie. En tout cas, c'est ce que Gramsci explique dans ses cahiers de prison qu'il écrit sans surprise quand il est emprisonné par Mussolini, le père du fascisme. Cette peur de la petite bourgeoisie, elle vient d'une situation bien précise. Et pour la comprendre, il faut d'abord rappeler que Gramsci il apporte une variation à l'idéologie marxiste de base. Là où Marx parle des dynamiques de domination du capitalisme par un prisme économique principalement, Gramsci, lui, il insiste sur l'importance de la domination par l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie. Elle impose son narratif aux dominés à travers un cadrage politique précis et calculé. Sauf que c'est quand ce récit ne convainc plus qu'une crise éclate. Le narratif des dominants s'effondre, mais les dominés ne sont pas prêts à prendre le pouvoir. Des fois parce que la plupart des citoyens sont encore persuadés du récit capitaliste, mais c'est surtout parce que le peuple manque cruellement d'organisation pour y arriver. Gramsci le dit très bien, la crise constitue justement le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Et parmi ces phénomènes, il y a justement la peur de la petite bourgeoisie. C'est ceux qui sont ni ouvriers ni grands capitalistes, propriétaires de petites entreprises ou bien placés dans des sociétés moyennes. Ils se sentent à la fois menacés par le capitalisme et par les mouvements socialistes. Parce que si le capital s'effondre, les grandes banques et les grandes entreprises dont elles dépendent les entraînent dans leur chute. Et le socialisme, il entraîne une perte de valeur morale. Parce que la petite bourgeoisie, elle tire sa fierté de son travail individuel, de son récit méritocratique et de son statut qui est au-dessus du simple ouvrier manuel. Sauf que cette fierté, elle n'a de sens que si la hiérarchie capitaliste est maintenue. Or là, elle est en danger. Et dans ces moments de crise, ils n'ont ni les ressources du grand capital, ni l'organisation du prolétariat. Ils sont alors dans une impasse et réclament un changement radical pour rétablir l'ordre sans toucher aux structures de domination. Et c'est là que le fascisme y répond exactement à cette demande. Il promet de rétablir l'ordre et cultive un sentiment nationaliste fort pour se sentir appartenir au vrai peuple et ses vraies traditions. Mais il donne aussi à la petite bourgeoisie une identité militante. Ils se sentent investis d'un rôle actif dans le rétablissement de l'autorité. Le fascisme, il veut changer l'économie et restructurer l'État pour rétablir cet ordre soi-disant menacé. En bref, le fascisme, il naît dans la promesse de retrouver un ordre fantasmé. Et son but, c'est de maintenir un système de domination hiérarchique et de pouvoir taxer toutes les personnes qui veulent le changer de danger civilisationnel. C'est ça, je pense que des fois, de façon inconsciente, on agit à travers nos privilèges de classe pour garder ces privilèges-là. Puis je pense pas que les gens conscientisent ça, puis sont assis chez eux le matin, puis font « faut que j'écrase les pauvres, puis faut que je les empêche de comprendre la réalité dans laquelle ils existent ». Mais il y a quand même des mouvances intérieures puis inconscientes très profondes qu'on peut voir à travers les époques dans différentes sociétés qui se répètent. Et qu'on voit pas dans les médias indépendants, qu'on ne voit que dans les grands médias. Quand ton journal est sponsorisé par la Banque nationale, tu iras pas chier sur le système bancaire. Banque nationale. Notre banque nationale. Mais là, dis-moi, c'est quoi la suite pour Victor? Ouais, toi, oui. toi, là. Ben, ouais, ok, ben c'est ça, pour l'essai, juste comme finir la fin de comment ça s'est fait, là, le docu, j'ai écrit un truc en genre 3 mois, un l'essai au complet, puis après, il y a eu un aller-retour avec Éloi. On s'est décidé, bon, ok, ça va être un essai vidéo, puis j'ai tout fait le montage pendant à peu près 1 an. Ça doit être la fou. recherche, ouais, puis après, j'ai rajouté des bouts, j'ai comme, ficelé ça pour que ça soit bon narrativement, puis que ça s'écoute. Ma plus grande crainte, c'était que les gens se tannent après 5 minutes, puis que ça soit fucking dull, puis long. C'était tellement pas ça, en fait, là, wow.
Ouais, ben c'est ça. Il y a quelques personnes qui m'ont dit genre, yo, je l'ai écouté d'une traite, puis j'étais comme, ok, nice. Fait que oui, fait que là, le retour, ben, après ça, écoute, ben, je vais voir comment ça se passe. Là. Je voulais vraiment que ça. Je voulais pas que ça tombe dans l'oubli, puis qu'il y ait genre juste ma mère, puis mes amis qui l'écoutent, là. Fait que je suis content que ce soit pas ça à date. Je suis content que ça plaise à du monde. Puis, ben, pour la suite, j'ai 3 autres bonnes idées, je pense, d'essais vidéo. Fait que je veux en faire d'autres. J'ai vraiment du fun à faire ça. Puis, la chaîne YouTube, là, on a comme un genre de nouveau collaborateur potentiel là, qui est plus comme réal, DOP. Fait qu'on veut faire d'autres trucs. Là, je finis la maîtrise en même temps. Là, fait que c'est sûr que j'ai comme moins de temps. Mais en fait, mon idée, ça serait de comme faire avancer les deux en même temps, puis qu'un projet peut servir à l'autre et vice-versa. Là, fait que j'ai comme 1 an qui me reste à la maîtrise. Fait que mon projet de maîtrise, ça va être un essai vidéo. Fait que nécessairement, j'en ai un autre qui vient. Puis j'ai 2-3 autres idées de trucs. Puis c'est juste de trouver aussi comment sortir. Des fois, j'ai comme une idée, un take, une remarque, une observation. Puis je sais pas quoi faire avec. Genre, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait une couple de fois genre du stand-up. J'aimais ça. Mais je trouvais que le format est trop... Ben, tu sais, faire des bars, je trouve ça un peu Des rushant. essais stand-up, genre? Non, mais tu sais, comme c'était des remarques, c'était des observations drôles, mais que comme aujourd'hui... Tu sais, comme là, récemment, j'ai fait une vidéo là, sur genre le petit jus puis les pâtes. Dans le même registre, j'ai remarqué récemment que Jay du Temple, qui est devenu un ultra-marathonien aux airs de Born Again Christian, qui fait des films inspirants, parle tout le temps de ses entraînements ou de ses courses en employant le mot « patte » pour parler de ses jambes. Genre, on va travailler les petites pattes aujourd'hui. 5 kilos à Bromont en mode training, du temps sur les pattes. Une fois de plus, utilisant un nom enfantin pour taquiner la puissance brutale de ces mollets d'athlètes qui font genre 50 km en une journée. Mais je suis pas mieux, là. L'autre fois, je me suis retrouvé à parler d'une session d'escalade, sport ô combien épicurien et bobo qui consiste à escalader des fausses parois pour aucune calice de raison, sport que j'avoue pratiquer, comme une petite grimpette. Quand j'ai dit ça, j'ai réalisé à ce moment-là, une fois de plus, que j'incarne à un certain degré ce que je méprise. Ouais. Ça, par exemple, genre... Je savais pas quoi faire avec parce que je suis comme, ben, c'est pas un essai qui vaut la peine d'être mon. Tu sais, c'est pas 10 minutes, 1 heure, là, comme il y a rien d'intéressant. C'est drôle. Fait comme, on dirait des fois, j'essaie de trouver un canal, puis j'en discutais récemment avec Alex, puis Étienne, puis Éloi, de justement comme, ben, ok, je pense que ça va être un bon canal pour juste tout garocher ce qui nous passe par la tête, autant format vidéo comme filmé sur le terrain avec des gens, des entrevues, que des essais. Parce que c'est ça aussi, comme là, j'avais fait un autre essai sur genre les podcasts de... Oui, on a beaucoup aimé. Ouais. Les podcasts grand public ciblant les jeunes hommes virent lentement à droite, ici aussi. Ben ça, justement, c'était comme la première fois qu'avant ça, la chaîne, c'était juste des vox pop et des trucs comme ça. Puis là, je me suis fait la réflexion, je vais pas partir un autre projet, une autre chaîne, juste à mon nom, parce que là, c'est juste moi qui parle dedans, puis c'est juste moi qui l'ai écrit. Je me suis dit, on va comme unir nos forces un peu, là, puis tout garocher dans le même sac, là. Puis si le monde il aime ça, ben ils sauront où nous retrouver. Puis éventuellement, si on build un petit auditoire, peut-être que là, on ferait le move Patreon pour essayer de vivre de ça un peu. Là. Juste dire, moi, je l'ai écouté hier, les Pod Bros. Ouais. Puis c'est la première fois que je voyais une image de moi flashée dans un docu. Ah oui, c'est vrai, il y a un extrait de toi. Comme, tu sais, j'étais là en train de manger mon pâté chinois, oui, genre vraiment chill. Puis justement, tu sais, un peu dans l'énergie déconnectée de l'écran, où genre, t'as l'impression d'être invisible dans le monde, de regarder un écran, puis genre, je suis là en bobette en train de manger mon pâté chinois. T'étais tellement pas en bobette. J'étais en bobette. Ok, j'étais en jogging. Mais c'est dans mon salon, mais tu sais, tout seul, puis tu sais, je sais pas, c'est quand même, c'est rare, ça arrive, là. Genre, tu sais, t'écoutes la télé, puis là, t'apparais, genre. Puis là, c'est juste, ça dure, genre, une demi-seconde, là. Je fais juste flasher à la fin, genre. J'étais comme, Chris, c'était moi, ça? Ah oui, ça m'a juste fait rire. Je me souviens parce que c'était un extrait de Club de dos. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que j'explique, genre, à la fin, genre, il n'y a pas juste des podcasts. Oui, parce que tu fais comme un 15 minutes, puis tu parles un peu, là, tu sais, justement, des Pod Bros au Québec, là, mettons un peu l'équivalent de Joe Rogan à travers, mettons, Jerry Alain, puis il prend un break, puis Mike Ward. Mais tu sais, c'est ça, c'est un format moins long, mettons, que l'heure. C'est un genre de 15 minutes. On aurait pris un plastique, c'est bon. Ben, c'est ça que je me suis dit. Puis tu sais, je comprends tout à fait là, pourquoi tu fais pas 1 heure à chaque fois, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'implications. Mais je pense que ça parle juste quand même du fait qu'on est prêt à ça. Moi, quand ça a fini, j'étais pas comme enfin, j'étais comme j'en aurais pris 40 de plus. On est prêt pour toi. On est prêt, là. Je suis là. Lance-toi. Non, mais pour vrai, mais vraiment, en tout cas, vraiment bon travail. Moi, je trouve que c'est non seulement cool, mais vraiment encourageant de voir que tranquillement, le monde se détache un peu, puis font leurs affaires, puis être indépendant, je sais que c'est pas facile, mais ça amène tellement de liberté. Puis je pense pas justement que tu aurais fait ça avec Point TV.
Puis c'est correct, tu sais, dans le sens pas Puis non c'est plus, une genre, perte va pour pas eux. là. Puis En fait. Ben, faut continuer à faire des trucs par soi-même parce que c'est ça, comme moi après, bon, la maîtrise, c'est le fun, mais après, je suis un peu dans le vide existentiel, là, comme je me cherche-tu une job 9 to 5 ou genre, j'essaye de tu fais des vivre... films, tu sais. Ouais, c'est ça, où j'essaie de vivre de trucs, contrats, films... Là, à date, ce à quoi j'avais goûté du monde des médias, c'était à peu près 9 à 5, mais genre, tu fais du montage. Fait que là, c'est comme, est-ce que je veux tomber là-dedans ou essayer de peut-être vivre genre de production, comme vous le faites, en fait, de production indépendante. Fait que moi, c'est sûr que là, je le considère plus avoir le retour de l'essai vidéo. C'est sûr que, comme j'avais dit, si c'était juste ma mère puis mes amis, peut-être que j'aurais juste fait genre, bon, ben, I guess que je vais, je sais pas, devenir prof. Mais je considère toujours peut-être devenir prof, genre, après de toute façon aussi, tu sais, c'est jamais une chose ou une C'est autre. ça, C'est souvent un mélange de tout. On comprend bien que des pour fois... les tueries. Ouais. Non, mais des fois, exact, dans le fond. les gens, il faut qu'ils travaillent. On comprend ça aussi. Ouais, là, ouais. tu sais, c'est bien beau, mais il y aura peut-être un peu de tout ça là, dans ton futur. Là, Ouais. Tu seras peut-être prof à un certain moment, peut-être que tu prendras des gigs, puis si Ouais. t'en fais offrir, c'est correct aussi. Je pense qu'il faut pas non plus faire de l'opposition de genre, Non, ça c'est faut bien, ça choisir l'est un pas. autre, ouais. On comprend que c'est ça, c'est compliqué. Là, c'est pas tout le monde non plus là, qui a genre 900 000 dans son compte puis qui peut Ouais. décider de faire n'importe quoi. Mais ceci dit, j'avais juste une dernière question parce que on t'a croisé samedi. Oui. Puis tu t'en allais voir OK. un film. Attends, Ouais. je vais juste le raconter, par exemple, parce que c'est fucking drôle. On s'est ajouté, parce ouais. qu'on savait que tu t'en venais parler de Carlino. Puis là, on est au LC's avec notre ami Kev puis son chum. Puis Kev est comme, je pense que c'est Victor Galarreta là-bas. Puis je suis comme, hein, comment tu sais ça? Elle est comme, je suis vraiment bonne pour les visages. Puis là, on est comme, il est où? Fait que là, on check. Puis là, je sors mon Instagram, je l'ouvre. Là, je trouve une photo de toi qui est comme pas si pire, mais tu sais, qui est pas genre complètement qui est niaiseuse. pas, genre. ouais. Puis là, je fais ça de même, puis je fais « Ah oui, c'est lui! » Puis là, à ce moment-là, tu t'es levé, puis on t'a wave, puis t'es venu à la table, puis là, tout le monde giggle, juste qu'on est comme full gêné. Mais c'était juste comme quel drôle d'adon quand même, Ouais. quelle petite ville Montréal. Puis là, nous, on s'en allait au théâtre, toi, tu t'en Ouais. allais voir un film. Ben, oui, continue, vas-y. Mais puis t'as juste vite glissé un peu sur le... t'as un ami qui fait une maîtrise ou un doc, je me souviens plus, sur le style cinéma. Ouais. Internet cinéma. Internet cinéma, que c'est un genre. Ouais. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que dans le fond, tu t'inscris un peu là-dedans, là. Oui, effectivement. Oui, ben après, c'est ça. Internet cinéma, je pense que c'est vraiment plus... C'est une esthétique assez... niché, j'ai envie de dire, puis c'était pas un film, c'était une soirée de projection de plusieurs vidéos. Fait que c'était comme un genre de soirée d'art vidéo, puis en fait, lui, c'est ça, c'est Alex, justement, collaborateur à la chaîne et tout. Moi puis Alex, on se connaît depuis le secondaire, puis on a fait du YouTube ensemble depuis qu'on a comme C'est Alex 14 ans. Alex Pruneau. Cloaca of entrails, filthy sludge, I spit you out, I expel you, I vomit you, warm viscera, ferment of being, mute tongue of a body torn apart. Alex Pruneau, alias Bébé Crotte sur les réseaux. Wow. Et, Juste pour que les gens aillent le voir. Ouais, non, mais c'est ça, lui, c'est ça, il est vraiment plus dans le milieu de l'art intermédiaire et tout. Puis il organise ces soirées-là. Puis ça, c'est un réseau mondial, genre partout à travers le monde. Puis c'est parti à Dubaï d'une fille qui s'appelle Dana Dawood. Puis ils font des soirées de projection à plusieurs villes en même temps. Puis les gens s'envoient. Puis c'est vraiment un réseau. C'est comme un réseau de gens qui ont le même genre d'univers, le même genre d'esthétique, le même genre de réflexion, puis ils présentent des vidéos. Tu sais, on était comme 20 dans un studio d'artistes. Là. Puis Internet Cinéma, je pense que ça réfère notamment à une esthétique qui est, je dirais, vaporeuse, post-Internet, glitchy, poétique. Là. C'est difficile à expliquer, mais ouais, on allait, ça s'appelle Open Secret, tout ce réseau-là. Là. Mais effectivement, comme je vois le lien que tu fais, comme ce que j'ai fait, genre Carl et nous, ben c'est du genre de cinéma. Il y a beaucoup de gens qui ont comparé ça à Adam Curtis, qui est comme quand même une inspiration. Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est notamment Alex qui m'a fait découvrir ça, c'est Jacob Hurwitz Goodman. Lui, c'est comme un genre de journaliste essayiste qui a fait beaucoup d'essais vidéo. J'ai checké ça, puis j'étais complètement sur le cul, puis j'étais comme, OK, puis là, j'ai pris un peu genre les codes qu'il a utilisés. Je vous le conseille très chaleureusement, ça s'appelle CZG. SYZYGY. During both a full moon and a new moon, during solar eclipses and lunar ones, the Earth, Sun, and Moon are in near perfect alignment. They are in syzygy. In astronomy, a syzygy is when three celestial bodies align. Humanity has been fixated with syzygy for millennia, endowing these moments of alignment with a variety of cosmic and personal meanings.
Ça, c'est un de ces trucs. Là, c'est sur YouTube? Ouais, c'est sur YouTube. Puis c'est comme un peu le même pattern que Carl Leno. Il part d'une affaire insolite, on peut dire. Il part d'une pub qu'il a joué dans un Super Bowl, genre. Puis là, ça part, là. This ad, officially called Old Friends, New Fun, puts its finger on a real problem. A current-day widespread malaise of alienation, loneliness, atomization, obsolescence, underemployment, and appears to prescribe a treatment. A magical circuit that leads us back to youth and belonging in a frictionless virtual world. The old world is dead. Long live the old world. Pis t'es comme, à la fin, tu finis pis t'es comme, yo, j'ai l'impression d'avoir fait du DMT. Il déconstruit le monde, là. Genre, ouais, c'est ça, tu pars de la pub pis c'est comme, fuck, man, c'est quoi la vie? Oh my god, c'est bon, genre. Fait que là, moi, j'avais vu ça pis j'étais comme, yo, ok, je veux faire ça. Pis là, c'était au même moment où j'avais écrit de quoi sur Carl Giroir pis j'étais comme, oh yo, ça va être ça la forme, genre. Pis c'est une forme que j'aime vraiment. Pis ouais. Puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais pas, je suis pas dans ta tête. Non, t'es pas... Non. En plus, Victor, il est rentré puis il a mis ses choses sur la chaise du fantôme. Oui. Et là, le fantôme, il a La comme... chaise du fantôme. C'est un truc récurrent dans le show, genre, vous parlez tout le temps de la chaise du fantôme? Non, mais on parle souvent de fantôme pour... Ben, moi, j'amène souvent ça, je sais pas. Marie, elle croit au fantôme. Notre podcast, il est pas filmé. Puis nous, on est là, puis on le vit, genre. Ouais. Mais moi, je m'imagine tout le temps, les gens qui nous écoutent, ils savent pas de quoi la pièce a l'air. Tu sais, des fois, je mets des stories, mais tu sais, puis j'aime ça que ça soit pas filmé. Puis je trouve que dans le temps des monstres, c'est quand même nice parce qu'on peut ajouter des affaires comme ça. Mais quand Victor est rentré, il m'a dit, je peux-tu mettre mes choses sur cette chaise-là? Puis tu sais, obviously, c'était une chaise vide. Fait que oui, mais j'ai dit qu'il y avait un fantôme. Puis là, le fantôme, il a le sac sur lui. Mais ben non, le fantôme, il est debout depuis tantôt, puis il me regarde vraiment tanné. Hey, qu'est-ce que tu fais mardi le 16 décembre? Tu veux venir à Club Dodo? Oui, Club Dodo. Non, j'ai rien a priori le 16 décembre, mais oui. T'es invité. Bon, je nous arrête. On va te donner une petite guest list. Bye, Julien. Bye, Marie. Bye, Julien. Bye, Victor. Oui. Sponsorisé par... Personne!